Van était un employé de bureau ennuyeux à mourir qui vivait dans son bureau et ne rentrait chez lui que pour dormir. Cependant, un jour, il se réveille en tant que garçon de 2 ans et se demande « Où est-il ?» Il ne comprend pas pourquoi ses mains sont si petites, et il court immédiatement autour de la pièce pour voir où il se trouve. Il se dirige droit vers la fenêtre et est hypnotisé par le château médiéval et la ville qu'il voit dehors, quand soudain sa servante, Tyle, arrive en courant, pensant que Van va sauter en parachute sans parachute depuis la fenêtre. Elle l'aide à descendre et dit qu'il est dangereux de se tenir à la fenêtre, et Van lui dit qu'il était juste hypnotisé par le paysage, donc il ne pouvait s'empêcher de regarder. Tyle ne comprend pas comment Van parle un anglais de haut niveau à 2 ans alors qu'il devrait regarder Skibidi Toilet et le pourrissement cérébral de Fortnite. Soudain, Van se souvient qu'il a des souvenirs flous d'avoir vécu dans cet endroit. Il décide de faire un récapitulatif rapide et dit à Tyle que son nom est Van Fersio et que son père est marqué Jalpa. Il se souvient aussi des noms de ses 3 frères aînés, jusqu'à ce qu'il pense que c'est la seconde venue de Newton. Bientôt, c'est l'heure du petit déjeuner, et 3 servantes entourent Van pour le nourrir parce qu'il est tellement mignon. Van aime l'attention qu'il reçoit parce que, même s'il a le corps d'un enfant de 2 ans, il est en fait un pervers d'âge mûr à l'intérieur. Soudain, le père de Van, Jalpa, demande à ses fils leur projet pour la journée, et il lui parle des matières qu'ils vont étudier aujourd'hui. Ensuite, Jalpa tourne son attention vers Van et demande ce qu'il fera. Van répond sérieusement qu'il ne sait rien, donc il va commencer par les bases et apprendre la culture et l'histoire de leur pays. Ses frères sont stupéfaits de l'entendre parler ainsi, mais Jalpa se met à rire en disant qu'il avait sous-estimé son plus jeune fils. Il pense que Van sera doué pour la magie du feu comme lui et sa défunte épouse et dit qu'il a de grands espoirs pour lui. Van sait déjà qu'il y a différents attributs magiques dans ce monde, mais les nobles préfèrent les 4 éléments de base qui incluent le feu, l'eau, le vent et la terre parce qu'ils ont un haut pouvoir offensif. Tous les autres types d'attributs magiques sont considérés comme une disgrâce, et tous les frères de Van ont l'un des 4 éléments. Plus tard dans la journée, Van apprend des choses sur leur pays grâce à Tyle, et il est excité d'apprendre combien d'espèces intelligentes il y a dans leur monde. Tyle lui dit qu'ils ont le registre habituel des elfes, nains et autres, mais les autres servantes lui disent qu'un enfant ne comprendra pas tout ça. Van dit à Tyle de ne pas prêter attention à ses P*** ignorantes et commence à lui poser des questions sur les outils magiques. Elle lui parle des cristaux et pierres magiques qui peuvent stocker de la magie et peuvent être utilisés pour fabriquer des outils magiques. Pendant que Van n'apprend que les bases, le vieux majordome Espada met un tas de livres devant lui, disant qu'il est nécessaire de voir combien il sait déjà avant de commencer son éducation proprement dite. Van est un peu intimidé par sa moustache à l'air méchant et dit à Espada qu'il ne sait pas encore bien lire, mais qu'il connaît un peu les mathématiques. Le majordome commence par les bases et lui demande ce que font 3 + 5, et quand Van répond à la question sans compter sur ses doigts, le majordome est tellement impressionné qu'il décide de l'enseigner personnellement. Van sait immédiatement que ça va être l'enfer, et il a raison car Espada le fait étudier du crépuscule à l'aube, mais grâce à cela, Van apprend à lire et à écrire en quelques semaines seulement. Après cela, il continue à étudier dur, et quand il atteint l'âge de 4 ans, il est temps pour ses leçons d'escrime de commencer. Son premier partenaire d'entraînement est Tyle, qui peut esquiver comme si elle était allergique à l'épée en bois de Van. Il tombe à genoux après avoir échoué à la toucher même une fois, et Tyle le taquine en disant qu'elle a gagné contre lui. Van la poursuit en faisant la moue, mais ensuite le reste des servantes jalouses maintient Tyle au sol parce qu'elle insulte un noble. Elles disent à Van de la punir pour avoir été impoli, mais il leur dit que tout va bien. Cependant, les servantes ont un bâton dans le C***, et elles insistent pour que Van punisse Tyle, alors il lui donne juste une pichenette sur le front et dit à tout le monde que justice est rendue. Pendant l'année suivante, Van se concentre sur l'entraînement à l'épée, et à l'âge de 5 ans, il peut battre des étudiants plus âgés parce que ce ne sont que des enfants avec des schémas d'attaque simples, et il est un homme adulte avec un cerveau développé. Les autres étudiants sont impressionnés que Van soit un génie même en ce qui concerne le combat, et ils sont encore plus submergés quand ils le voient les traiter avec gentillesse même s'ils viennent d'un statut social inférieur. Après cela, Van fait une pause lorsque dit, le commandant adjoint des chevaliers, arrive là pour vérifier ses mains. Il trouve que les mains de Van sont vraiment lisses et qu'il n'y a pas de callosité, ce qui le fait se demander, comment est-il devenu si bon sans assez d'entraînement? Van lui dit qu'il est trop occupé par ses études pour s'entraîner régulièrement, et dit révèle casual qu'Espada avait reçu l'ordre du marquis de rendre les leçons de Van 3 fois plus difficiles. C'est un grand choc pour Van, mais maintenant il comprend pourquoi ces leçons étaient si longues et si dures. Dee lui demande s'il est intéressé à apprendre le combat à l'épée parce qu'il plaidera auprès du marquis pour réduire ses leçons afin qu'il puisse s'entraîner pour devenir le plus grand épéiste de leur pays. Van lui dit qu'il veut se concentrer à la fois sur ses leçons et ses compétences à l'épée, et Dee décide de l'entraîner personnellement pour les meilleurs résultats. Il assure à Van qu'il ira doucement avec lui puisqu'il n'est qu'un enfant, mais c'était un plus gros mensonge que tout ce qu'un politicien a dit. Les leçons de Dee sont diaboliquement difficiles, mais malgré tout, Van apprécie la vie après avoir été réincarné. Une autre année passe, et maintenant le Van de 6 ans est connu comme un génie dans tout son territoire.
Cependant, il s'épuise parce que sa vie tourne autour des livres et des épées, donc un jour il dit à Tyle qu'il veut sortir. Bientôt, elle l'emmène au marché avec 2 chevaliers, et Van est ravi de voir différents types de magasins. Il est curieux au sujet du grand bâtiment derrière lui, et Tyle lui dit que c'est la chambre de commerce Mary, qui est une énorme entreprise avec des succursales dans tout le pays. Van réalise que ce n'est que le Walmart de ce monde, quand soudain il voit un homme traînant un garçon qui a l'air vraiment sale et battu. L'homme dit à Van de détourner le regard parce que ce n'est pas un spectacle, et ses chevaliers se préparent à enlever la tête stupide de l'homme de son corps pour avoir insulté un noble. Van les arrête et demande à l'homme pourquoi il traîne ce garçon, et il répond avec arrogance qu'il va vendre son fils en esclavage et que personne ne va l'arrêter. C'est la nouvelle la plus choquante pour Van, mais Tyle lui dit que les pauvres dans ce monde vendent souvent leurs enfants en esclavage pour obtenir un peu d'argent supplémentaire. Van est vraiment consterné par cela, mais avant qu'il ne puisse intervenir, une maman bronzée arrive là et elle est vraiment excitée de voir le plus jeune fils du marquis. Tyle l'affirme fièrement et montre son blason familial à la maman bronzée, qui se présente comme Rosalie de la chambre de commerce Mary. Van demande immédiatement à Rosalie à combien serait vendu le garçon aux cheveux bleus, et elle lui jette un coup d'œil rapide puis demande à son père s'il a un attribut magique. Il répond qu'il a de la magie pour voler des choses, et Rosalie dit que le garçon ne peut être vendu que pour 3 grandes pièces d'argent. Cela met en colère le vieux bâtard, qui commence à frapper son fils parce qu'il est si sans valeur que son prix de vente est inférieur à l'abonnement mensuel d'OnlyFans de Sophie Règne. Rosalie lui dit d'être plus gentil avec son fils, mais il décide de l'emmener dans un autre magasin pour obtenir un meilleur prix. Soudain, Van propose d'acheter le garçon pour 5 grandes pièces d'argent, et le bâtard accepte à contre-cœur cette offre. Van libère le garçon et l'aide à se lever, lui demandant son nom. Le garçon se présente comme Khamsin tout en prenant la main de Van et se lève. Van lui dit qu'il est libre d'aller où il veut maintenant, jusqu'à ce que Tyle lui demande pourquoi il laisse le garçon s'en aller alors qu'il vient de l'acheter. Van répond qu'il voulait juste l'aider. Il apprend ensuite que Khamsin n'a nulle part où aller et décide de l'emmener au manoir. Les chevaliers disent à Van qu'il ne peut pas normalement emmener un garçon d'origine inconnue au manoir, et qu'il doit le prendre comme esclave. Étant un homme moderne qui déteste l'esclavage, Van est blessé par cette phrase, mais puisque Khamsin est d'accord avec ça, il décide de suivre l'idée. Rosalie l'interrompt et dit qu'il doit finaliser le contrat d'esclave avant cela et demande aux 2 garçons de lui tenir les mains. Elle utilise ensuite un sort pour lancer le sort de contrat sur Khamsin, créant un tatouage sur le dos de sa main pour montrer qu'il sert maintenant Van. Avec cela, Van emmène Khamsin au manoir, et il devient bientôt un serviteur talentueux et loyal. Un jour, Khamsin vient dire à Van que Dee le cherche, et Van lui donne un cookie pour mentir en disant qu'il n'est pas là. Khamsin prend le pot de vin et dit ensuite que Dee sait déjà qu'il est ici, mais Van lui dit d'inventer une histoire si nécessaire. Il remarque ensuite que Khamsin ne porte pas les gants qu'il lui a achetés, et il déclare qu'il veut montrer son tatouage au monde entier parce que c'est la preuve qu'il sert Van. Cependant, quand Van dit qu'il voulait vraiment qu'il porte les gants, Khamsin change immédiatement d'avis. Juste à ce moment-là, Dee frappe à la porte, et Khamsin sort pour lui dire que Van n'est pas là. Dee dit qu'un serviteur vient de le voir entrer, mais Khamsin dit que le gars doit prendre des champignons puissants en plein jour. Dee en doute parce qu'il peut voir les miettes de cookies autour de la bouche de Khamsin, mais il les essuie rapidement et dit qu'il doit aussi prendre des champignons pour imaginer des choses. Dee est impressionné par l'audace du garçon esclave de lui répondre pour protéger son maître, alors il décide de l'entraîner à la place de Van. 2 autres années passent, et Van a 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps pour sa cérémonie d'appréciation. Tout le monde a de grands espoirs pour lui, et ils veulent qu'il devienne leur seigneur parce qu'il n'est pas seulement un génie mais traite aussi tout le monde avec gentillesse. Son père est également certain que Van aura de la magie de l'élément feu comme lui, mais tous ses espoirs sont remplacés par le dégoût et la déception quand il apprend que Van a du talent pour la magie de production. Jalpa dit que la magie de production est considérée comme la pire sorte de magie pour les nobles parce qu'elle permet aux gens de créer des épées et des trucs en utilisant de la matière première et de l'imagination. Cependant, tout cela peut être fait même sans magie, et personne n'a besoin d'un noble qui n'est qu'un forgeron glorifié. Jalpa dit que lui et sa défunte épouse sont de puissants mages du feu, et il ne peut pas accepter que leur fils ait la magie la plus faible. Il sort son épée et dit qu'il aurait dû la sortir cette nuit-là à la place, mais qu'il va corriger ses erreurs maintenant. Van est paralysé par la peur et ne sait pas quoi faire, mais avant que son père ne puisse le frapper, son frère aîné, Mrusia, intervient pour le défendre. Il suggère qu'ils ont un village éloigné dans leur territoire qui n'est toujours pas développé, et qu'ils devraient laisser Van le développer. Jalpa lui demande de développer, et Mrusia dit que le village sans n'en a que 100 habitants et qu'ils n'ont rien pour eux. Il y a des monstres puissants dans les montagnes au nord, et il y a un autre domaine noble juste à côté d'eux. En plus de cela, le royaume rival, Yelaneta, est juste au-delà du village, et il n'y effectue que quelques exercices d'entraînement militaire. Jalpa accepte aussi le plan parce que le village sans nom est un territoire récemment acquis et ils ne sont pas vraiment loyaux à leur famille encore, ce qui fait qu'envoyer un membre de la famille là-bas est une grande décision.
Il loue Mrussia pour avoir trouvé une utilité à la disgrâce de leur famille et dit à Van de partir pour le village dès qu'il le peut. Quand tout le monde est parti, Mrussia s'excuse auprès de Van pour avoir proposé de l'envoyer dans un endroit aussi dur, mais il ne voulait pas qu'il meure de la main de leur père. Van le remercie de lui avoir sauvé la vie, et Mrussia promet de l'aider autant qu'il peut à vivre une vie confortable au village. Bientôt, Van commence à faire ses bagages, et Tyle est furieuse contre le marqué de l'envoyer dans un endroit lointain, mais il lui dit qu'il a en fait hâte d'y être parce qu'il aura beaucoup de temps libre là-bas. Pendant que ses bagages sont chargés dans les carrioles, Van pense que son père ne lui a pas permis d'emmener des chevaliers avec lui, et Mrussia a dû engager des aventuriers pour le garder. En plus de cela, on ne lui a permis de prendre que Khamsin avec lui au début, mais grâce à l'intervention de son frère, maintenant Tyle vient aussi avec lui. Soudain, Dee arrive là et dit à Van qu'il vient avec lui pour terminer son entraînement. Van ne veut absolument pas ça et dit que son père a interdit aux chevaliers d'aller avec lui. Dee répond qu'il n'a reçu aucune nouvelle à ce sujet, et il amène même 2 de ses chevaliers avec lui. Ce n'est pas tout, car Espada vient aussi là, disant à Van qu'il a pris une retraite anticipée de ce manoir et qu'il viendra avec lui pour continuer à l'enseigner. Une fois que la carriole commence à bouger, Van se sent un peu déçu de ne même pas pouvoir utiliser le blason familial en ce moment parce que son père veut l'envoyer secrètement. Cependant, toute la ville est rassemblée pour lui dire au revoir parce que les chevaliers portent d'énormes bannières disant que Van part. Van panique en voyant cela et demande ce qu'ils font, et les chevaliers lui disent qu'ils suivent juste les ordres de Dee et qu'ils ne peuvent pas enlever les bannières jusqu'à ce qu'ils le disent, mais il dort en ce moment. Avec cela, toute la ville dit au revoir à Van, et il promet de leur revenir un jour. Plus tard, Van prend un petit brin de bois dans sa main et utilise sa magie de production pour le transformer en épée, ce qui requérait une sorte de réaction nucléaire pour changer le bois en métal, mais qu'est-ce que j'en sais? Khamsin et Tyle sont impressionnés par cela, et Van dit qu'il veut juste voir s'il y a un bon moyen d'utiliser sa magie qui est dite inutile. Tyle lui dit alors qu'ils sont près du village maintenant, et Van est excité de le voir. Il dit à Khamsin que s'il n'aime pas la vie au village, il peut toujours retourner au manoir. Il est prêt à annuler le contrat d'esclave et assure à Khamsin qu'il peut servir Mrussia, qui le traitera bien. Khamsin refuse immédiatement, disant qu'il a déjà juré de servir Van et qu'il restera avec lui jusqu'à la fin. Van est un peu pris de court par cela parce que cela ressemble à une proposition, ce qu'il n'a jamais eu dans sa vie passée. Soudain, la carriole secoue et s'arrête, et Van ouvre la fenêtre pour savoir ce qui se passe. Un chevalier lui dit qu'il y a des ennuis devant parce que le village est attaqué par des bandits. Van appelle immédiatement une réunion, et Dee lui dit que les bandits sont habitués à se battre, donc les villageois n'auront aucune chance contre eux. Il y en a environ 50, et même si l'épaisse muraille de bois empêche les bandits d'avancer, ils utilisent des flèches pour attaquer les villageois au-delà. Dee dit à Van qu'ils devraient combattre les bandits parce qu'ils peuvent les chasser si tout le monde travaille ensemble, mais le chef des aventuriers, Orto, refuse de coopérer. Il dit que sa mission est seulement de garder Van jusqu'à ce qu'il atteigne le village, et il ne laissera pas ses hommes se précipiter dans une bataille où ils sont en désavantage. Dee argue que les villageois sont les premiers citoyens qui seront placés sous le règne de Van, et il devrait se battre pour les défendre. Orto lui dit que ses idéaux conviennent à un chevalier comme lui, mais lui et ses hommes sont des aventuriers, donc la logique des chevaliers ne s'applique pas à eux. Dee n'a pas de contre-argument à cela, alors il demande à Orto de protéger Van pendant que lui et les chevaliers combattent les bandits. Il sait qu'il pourrait mourir dans le processus et demande aux aventuriers de prendre Van et de courir vers la ville si nécessaire. Cependant, Espada s'oppose à ce plan évidemment stupide. Il dit à tout le monde qu'il peut ressembler à un serviteur ordinaire, mais qu'il est en fait un mage élémentaire, et qu'il les aidera à gagner la bataille. Tout le monde trouve cela difficile à croire, mais Espada déclare qu'il va créer un mur, et les aventuriers devraient tirer des attaques à distance de derrière. Cela distraira les bandits, et Dee et les chevaliers les prendront de flanc en même temps. Espada pense qu'une fois que les bandits seront attaqués de tous les côtés, ils fuiront. Van lui demande s'il prévoit de rester en arrière et de se battre, et le vieux majordome l'affirme, disant qu'il doit continuer à attaquer pour que les bandits se concentrent sur lui. Van dit que c'est dangereux et qu'il peut mourir, mais Espada veut partir dans une gloire flamboyante. Van lui dit qu'il ne peut pas mourir dans un endroit comme ça après avoir fidèlement servi sa famille pendant des décennies, et il ne veut pas que les chevaliers meurent non plus. Il sait que s'il perd Espada et Dee maintenant, il échouera à développer le village par lui-même, et son père l'exécutera sûrement pour ses échecs. C'est pourquoi Van pense à une alternative et annonce qu'il agira comme leur. Tout le monde est choqué en entendant cela, et Tyle refuse immédiatement que cela se produise. Elle dit qu'elle sera le leur à la place, et Khamsin est prêt à prendre sa place. Van répond qu'il ne veut voir personne de proche mourir, c'est pourquoi il deviendra le leur. Il prévoit de monter dans la carriole et d'attaquer les bandits de front, donnant aux autres la chance de les attaquer sur les côtés. Dee pense que c'est trop risqué, mais Van lui rappelle qu'il s'est entraîné sous lui, donc il ne mourra pas si facilement, et même s'il meurt, il ne peut y avoir de plus grande fin pour un noble que de mourir pour son peuple.
Il tire son épée et dit à Dee de laisser son corps derrière au cas où il périrait parce qu'il ne veut pas que le nom de sa famille soit entaché par sa mort. Les paroles de Van touchent Orto, qui se souvient comment il n'était pas heureux de prendre le travail de garder un fils noble parce qu'il pensait qu'ils sont tous arrogants. Cependant, quand Van est venu le saluer et l'a même félicité pour son air cool et dur, son opinion a un peu changé. Maintenant qu'il voit Van risquer sa vie pour son peuple, il décide de ne pas être un lâche et annonce qu'il se battra avec lui. Van lui dit que c'est au-dessus de sa paix, mais Orto répond qu'il ne peut pas être cool et dur s'il laisse un garçon risquer sa vie en sa présence. Ses amis sont d'accord avec lui, puis Dee s'avance aussi, disant qu'il ne peut pas laisser son seigneur risquer sa vie quand il est encore en vie. Espada est d'accord avec lui, disant qu'il devra enseigner à Van depuis le début s'il pense que risquer sa vie est une bonne stratégie. Il propose immédiatement un nouveau plan et crée un mur de terre en quelques secondes avant de dire aux chevaliers et aventuriers de prendre les bandits de flanc des deux côtés. Orto et son ami poids lourd se précipitent d'un côté tandis que Dee et ses hommes se précipitent de l'autre. Pendant ce temps, les autres aventuriers commencent à tirer des flèches de derrière le mur, abattant quelques bandits et distrayant le reste. Leur chef leur ordonne de cibler d'abord les gens derrière le mur, mais Dee fonce juste à ce moment-là et en élimine un tas d'un coup. Orto, les aventuriers et les chevaliers rejoignent l'action aussi, et si cela ne suffisait pas à faire que les bandits laissent des taches sur leurs sous-vêtements, Dee commence à émettre une aura menaçante qui les fait fuir. Le chef bandit réalise qu'ils ne peuvent pas gagner comme ça, alors il charge vers le mur pour tuer les gens derrière. Orto essaie d'alerter son équipe, mais ils ne peuvent pas réagir à temps, et le cyclope en herbe se prépare à balancer sa lourde hache sur le nerd aux cheveux verts. Van intervient juste à ce moment-là et nargue le chef bandit pour attirer son attention. Il passe entre les jambes du gros type puis lui tranche les genoux par derrière, le faisant tomber au sol. Khamsin rejoint le combat aussi et bondit vers le chef bandit, utilisant sa hache comme point d'appui, et porte un coup final dévastateur. Peu de temps après, tous les bandits restants sont capturés, les forces de Van ne subissant aucune perte. Orto est heureux qu'ils aient obtenu le meilleur résultat possible et dit qu'une fois qu'ils auront reçu leur paiement, leur travail ici sera terminé, mais il est un peu curieux au sujet de Van maintenant. Il voit un grand potentiel en lui et demande à son équipe si elle veut rester dans les parages et voir ce qu'il peut faire de ce village sans nom. La moitié d'entre eux lui disent qu'il n'y a pas assez d'argent dans le village pour eux, mais son équipe centrale reste parce qu'ils ont aussi vu Van en action, et ils croient qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Ils veulent investir en lui parce qu'ils sont certains qu'il réussira un jour, et alors ils pourront encaisser tous les points de loyauté. Pendant ce temps, Tyle secoue Van pour avoir risqué sa vie et lui dit de la laisser plonger dans le danger la prochaine fois. Juste à ce moment-là, Dee et d'autres arrivent là et disent à Van que les villageois se sont rassemblés à la porte. Il décide d'entrer dans le village avec fierté et espoir, mais en voyant le village, il perd un peu des deux parce qu'ils ont l'air faibles et désolés. Le chef du village accueille Van et le remercie de lui avoir sauvé la vie, et la première question que Van pose est de savoir si le village a déjà été attaqué auparavant. Le vieil homme l'affirme, disant qu'ils ont déjà été attaqués plusieurs fois cette année. Van demande la raison de cela, et le chef répond qu'auparavant le village faisait partie d'un autre territoire et que les chevaliers le patrouillaient régulièrement. Depuis qu'ils font partie du territoire de la famille Fercio, personne n'est venu s'occuper d'eux. Van s'excuse pour cela et dit que son père ne reconnaît pas encore la valeur des petits villages. Cela énerve les villageois, et le vieux chef demande si les nobles pensent que les petits villages ne valent pas la peine d'être protégés parce qu'ils ne paient pas beaucoup d'impôts. Van lui dit que c'est inutile de blâmer qui que ce soit, et cela rend les villageois encore plus en colère. Ils disent qu'un noble ne comprendrait jamais ce qu'ils endurent, mais Van dit qu'il parle de l'avenir du village, et sa colère est inutile ici. Il dit que les nobles sont responsables de l'état du village, mais les lois écrites par le fondateur du royaume sont la principale raison. Il dit que blâmer la loi ne changera rien, et ils doivent faire autre chose pour protéger le village. La première façon est de produire quelque chose de si précieux que le royaume ne peut pas les ignorer. La deuxième façon est de gagner assez d'argent pour engager des mercenaires pour se protéger, et la dernière façon est de travailler sur le village et de l'améliorer. Une villageoise lui dit qu'ils ont aussi pensé à cette idée, mais qu'ils n'ont rien du tout. Van lui dit que les choses sont différentes maintenant parce qu'ils ont un nouveau seigneur, et il fera tout pour défendre le village. Eh bien, les villageois ne lui font pas confiance parce qu'il est un enfant, mais quand Espada et Dee s'avancent et se présentent comme l'ancien majordome en chef et le vice-commandant de l'ordre des chevaliers, les villageois deviennent soudainement confiants que leur village est entre de bonnes mains. Le chef demande à Van s'il a une puissante magie élémentaire, et il précise immédiatement que le mieux qu'il puisse faire est la magie de production, donc il ne devrait pas s'attendre à une force de combat de sa part. Les villageois commencent à bouder ouvertement, et l'ego de Van en prend un coup. Juste à ce moment-là, un villageois lui demande ce qu'il devrait faire au sujet des impôts parce qu'actuellement ils ont du mal à payer 30% de leurs revenus. Van décide de le réduire à 10% jusqu'à ce que le village soit stable, et tous les villageois commencent déjà à l'apprécier. Ensuite, Van dit qu'ils doivent travailler sur les défenses du village et demande à Espada si le mur de terre qu'il crée est durable. Le majordome répond qu'il ne dure qu'un petit temps avant que la mana ne s'épuise, et puis il devient juste un tas de terre.
Van décide de construire un mur solide plus tard mais demande à Espada d'en créer un avec de la magie. Entre-temps, le vieux majordome crée immédiatement un énorme mur tout autour du village, et tout le monde est stupéfait en voyant cela. Après cela, Van dit qu'ils ont besoin de pièges et de trappes pour ralentir les bandits, et Eddie lui demande de lui laisser ça. Van se tourne ensuite vers les villageois, disant qu'ils doivent travailler ensemble pour reconstruire le village parce qu'alors en faire un endroit réussi ne sera pas un rêve irréaliste. Après cela, Van va dans la forêt pour tester pleinement sa magie de production. Il prend une petite bûche de bois et utilise sa magie pour sentir pleinement chaque pouce de celle-ci. Il sépare ensuite le bois en fils très fins puis les tisse en un motif solide, créant un cube solide et fier. Tile et Khamsin demandent ce que c'est, et Van leur dit que c'est un cube de nanomatériaux, qui est vraiment solide. Il en crée un tas, et bientôt Orto et ses amis passent. Ils deviennent curieux au sujet des cubes RGB, et Orto demande s'il peut essayer d'en couper un. Il lance un bloc en l'air puis le frappe avec toute sa force, mais le bloc frappe un arbre voisin et il n'y a pas une seule égratignure dessus. Orto est incrédule parce que son coup pourrait couper la pierre, mais le cube de nanomatériaux est toujours intact. Après cela, Van commence à expérimenter un peu plus avec sa magie et continue à créer des armes et des trucs jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Tile demande s'il n'est pas fatigué parce que la magie de production est censée consommer beaucoup de mana, mais Van se sent complètement bien. Il se demande combien de mana il a et crée casuellement un katana en bois parce que qui se soucie de la science et de la conservation de l'énergie et de la matière quand on a de la magie? Les yeux de Khamsin commencent à briller en voyant un nouveau type d'épée, alors Van le lui offre, puis Tile commence aussi à le regarder avec des yeux suppliants. Van lui donne une hache, et Tile n'est pas du tout contente parce qu'elle a un design de crâne effrayant qui ne va pas bien avec son ambiance mignonne. Plus tard cette nuit-là, pendant que Tile et Khamsin dorment, Van s'assied devant le feu de camp, incapable de se reposer. Il se sent fatigué après avoir voyagé et combattu et aussi sale parce qu'il n'a pas pris de bain depuis des jours. Il pense que ses serviteurs font semblant d'aller bien, mais ils doivent aussi être fatigués, et il a besoin d'obtenir des installations de base avant de travailler sur le village. Alors le lendemain, Van commence à empiler des cubes nano dans un espace ouvert pour en faire une maison. Les villageois se rassemblent pour voir ce qu'il fait, et même Van n'est pas sûr de pouvoir créer quelque chose d'aussi grand. Cependant, il se concentre sur les détails et les étapes pour construire une maison. D'abord, il érige des piliers solides qui supporteront le poids du plafond puis construit des murs autour d'eux. Ensuite, il construit plus de pièces avec des portes et des fenêtres puis ajoute le toit pour terminer le bâtiment. Avec cela, sa maison est complète en un instant, et personne ne peut croire que Van a construit un manoir entier en quelques secondes, mais il est heureux d'avoir maintenant une maison où vivre confortablement. Tout le village et les amis de Van continuent à regarder le manoir la mâchoire tombée par terre, jusqu'à ce que Tile dise que sa magie de production est plus adaptée à gouverner un territoire comparé à la magie élémentaire. Van fait l'humble, disant que la magie offensive est toujours meilleure dans l'ensemble parce qu'elle permet à un noble de protéger son peuple. Il sent que les gens se sentent mieux sous un noble qui peut lancer des boules de feu comparé à un ouvrier de la construction glorifié. Tile et Khamsin ne sont pas d'accord avec lui et disent qu'il préférerait vivre dans sa ville que dans celle de son père, mais Van pense qu'ils sont juste biaisés en sa faveur, mais Espada croit qu'ils ont raison. Il dit à Van qu'en temps de guerre, les gens pourraient préférer vivre sous des nobles avec un fort pouvoir d'attaque, mais en temps de paix, sa capacité est la meilleure pour leur développement. Dit, Orto et d'autres partagent le même sentiment, et ils disent à Van à quel point c'est incroyable qu'il ait créé une maison plus vite qu'Usain Bolt ne court sans M. Van leur dit que s'il lui apporte du bois, il peut aussi construire des maisons pour eux, et Eddie et Orto sont excités à l'idée de collecter du bois et de faire leur maison en premier. Eh bien, ils ne sont pas les seuls à vouloir obtenir une nouvelle maison, et le chef du village demande timidement à Van s'ils apportent du bois, il peut aussi construire des maisons pour eux. Les villageois commencent à lui dire comment leurs maisons sont cassées et ne valent pas la peine d'être vécues, et Van réalise que ça va être vraiment épuisant de toutes les rénover. Cependant, il ne veut pas décevoir son peuple, et il est vrai que leurs maisons attendent de s'effondrer à tout moment. Il accepte de construire des maisons pour eux s'il lui apporte du bois pour ça, et tout le monde est ravi d'entendre cela. Peu de temps après, Van crée tout un bloc résidentiel d'un coup, et les gens sont toujours en admiration devant ses compétences. Ils disent que c'est une chose d'avoir un énorme réservoir de mana, mais Van sait aussi comment planifier une disposition appropriée pour une colonie. Van commence à exhiber ses connaissances en architecture et design et dit qu'il a utilisé la disposition en grille dans laquelle chaque unité est faite de 4 maisons avec de larges rues les connectant. Pour l'instant, il a fait toutes les maisons uniformes pour qu'il n'y ait pas de bagarre, mais il prévoit de les rénover éventuellement une fois qu'ils auront des matières premières plus solides à utiliser. Les villageois sont extrêmement reconnaissants et offrent à Van les quelques récoltes qu'ils ont en cadeau. Après cela, Van crée une maison de bain public à côté de son manoir parce qu'il veut prendre un bain quotidiennement, mais les villageois sont aussi curieux à ce sujet. Tile et la mage aux cheveux verts, pluriel, disent à Van de prendre un bain avec elle, et il panique en entendant cela et leur rappelle qu'il est déjà un homme adulte. Les filles prennent un bain en premier,
et Pluriel dit que Van est différent de tout autre noble qu'elle a rencontré, et qu'il est vraiment gentil et sage. Tyle commence immédiatement à jacasser sur à quel point son maître est génial, et une fois qu'elle a fini de raconter tout ça à sa nouvelle amie, c'est au tour des garçons de prendre un bain. Van et Khamsin entrent d'abord, et Van remarque que Khamsin développe des muscles après s'entraîner régulièrement avec Dee. En parlant du diable, Dee et les chevaliers viennent à la maison de bain juste à ce moment-là, et puis l'idiot au cerveau musculaire commence à balancer sa lourde épée dans les bains publics. Après le bain, Van va se reposer dans sa chambre et s'écroule sur le lit, pensant qu'il peut enfin se reposer après une journée épuisante. Le lendemain matin, il se réveille pour trouver que les chevaliers ont creusé une tranchée autour du village pour le protéger des pillards, et Van dit qu'ils doivent la remplir d'eau pour de meilleurs résultats. Ils ont aussi besoin d'eau pour boire, l'agriculture et les bains publics, donc Van décide que leur prochaine priorité sera de sécuriser une source d'eau stable. Il repère immédiatement un plan d'eau à proximité, puis Espada crée un petit canal dans cette direction. Dee et les autres garçons commencent à élargir et allonger le canal, et Van les suit, utilisant sa magie pour stabiliser les murs et le fond du canal pour les rendre étanches. Il remarque que Dee passe le meilleur moment de sa vie à creuser le sol dur, et Espada dit qu'il est assez actif pour un homme au début de la quarantaine. Khamsin et les chevaliers se décarcassent aussi, et Van pense qu'il faudra au moins une semaine pour que le canal soit terminé. Cependant, il est déterminé à sécuriser l'eau pour le village parce qu'une fois qu'ils auront toutes les installations de base, les marchands commenceront à les visiter et il pourra améliorer le niveau de vie de tout le monde. Eh bien, Van semble avoir surestimé l'enthousiasme de ses travailleurs, et juste à la fin de la journée, ils sont à mi-chemin du village. Van dit que c'est assez et leur dit d'arrêter, et Dee lui demande quel est le problème parce qu'il peut continuer. Van lui dit que tout le monde n'a pas l'énergie de Grody comme lui, et Khamsin et d'autres tremblent comme le jouet préféré de leur maman. Dee réalise que tout le monde n'est pas construit comme lui, alors il accepte de faire une pause pour la journée, même s'il a encore assez d'endurance pour terminer le canal tout seul. Le canal est terminé le lendemain, et toutes les personnes impliquées se rassemblent à la rivière pour assister à son inauguration. Van dit à Espada d'ouvrir la porte, et il brise un bouchon de pierre pour laisser l'eau s'écouler dans le tunnel. Tout le monde applaudit en voyant l'eau couler régulièrement dans le canal qu'ils ont créé, et les villageois sont stupéfaits de voir autant d'eau d'un coup. Bientôt, l'eau remplit les tranchées autour du village, mais Van craint que cela ne conduise à des inondations une fois que les pluies commenceront. Il décide de creuser un lac derrière le village pour qu'ils puissent éviter cela, et Espada dit que cela servira aussi de réservoir pour les temps secs. Peu de temps après, Van et ses amis construisent un lac derrière le village, et tout le village s'y rassemble pour le voir. Ils ne peuvent pas contrôler leur bonheur en le voyant, et le chef du village remercie Van parce que maintenant ils n'auront plus à faire un mile pour obtenir de l'eau pour leur famille. Quelques jours plus tard, Van renforce le mur du village en ajoutant des morceaux de pierre dans la boue puis en les transformant en béton avec sa magie de production. Tout le monde est sûr qu'avec un tel mur solide, ça n'aura même pas d'importance si les bandits les attaquent, mais Van n'est pas satisfait. Il décide de rendre leur défense encore plus forte en installant des balistes au sommet du mur et met des boucliers devant elles pour qu'ils puissent attaquer les ennemis tout en restant à l'abri de leurs attaques à distance. Van dit que ce sont juste des choses basiques, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui parce qu'elles ont l'air vraiment cool et impressionnantes. Il pense que personne n'osera plus s'en prendre à leur village maintenant, et Espada dit qu'il est faux d'appeler cet endroit un village parce qu'il commence déjà à ressembler à une forteresse. Dee dit que si Jalpa savait que Van était capable de cela, il ne l'aurait jamais envoyé loin et l'aurait même fait son successeur immédiatement. Espada n'est pas d'accord, disant que Jalpa accorde beaucoup plus d'importance aux capacités de combat, et il n'aurait jamais pleinement apprécié le talent de Van. Dee argue que Van a plus qu'assez de force de combat et qu'il est probablement plus fort que quiconque là-bas. Espada rétorque que le pouvoir de Van est génial pour protéger les gens, mais il ne peut pas conquérir d'autres territoires. Dee prend cela comme une insulte personnelle et dit que la guerre est plus que des soldats qui s'entrechoquent avec des épées. Voyant que les deux hommes deviennent plus sérieux qu'ils ne le devraient, Van leur demande d'arrêter. Il dit que se disputer sur le talent et son utilisation ne leur fera aucun bien, et ils doivent faire de leur mieux pour vivre une meilleure vie avec ce qu'ils ont. Dee se met à rire en réalisant son erreur, et il est d'accord avec Van, disant qu'il deviendra un grand dirigeant peu importe où il est envoyé. Il dit avec confiance qu'un jour il pourrait même avoir un domaine qui rivalise avec celui de son père, mais Van est plus intéressé par le petit déjeuner parce qu'il a vraiment faim. Il apprécie le petit déjeuner que Tyle lui prépare, et elle est contente qu'il l'aime parce qu'ils sont un peu à court d'ingrédients. Van réalise que c'est une chose inquiétante, et Espada lui dit qu'améliorer la défense du village est une bonne idée, mais ils doivent aussi s'inquiéter de ses revenus. Ils n'ont aucune connexion sauf les marchands qui viennent ici une fois par mois. Van répond qu'il peut s'occuper des meubles et de la coutellerie, et les villageois produisent assez de légumes pour se sustenter, donc ils peuvent s'en sortir juste bien. Espada essuie le morceau d'omelette de sa moustache en disant à Van qu'ils n'ont aucun assaisonnement ici, et ils n'ont pas non plus les ingrédients pour les desserts cuits au four que Van aime tant. Van est choqué d'entendre cela et se tourne immédiatement vers Tyle, l'air de dire qu'elle l'a trahi.
Il décide de mettre en place une industrie spéciale qui rapportera à ce village tout l'argent dont il a besoin. Il demande à son équipe de lui donner des idées immédiatement, et Khamsin suggère qu'ils peuvent vendre les cubes nano parce que c'est un matériau révolutionnaire. Van refuse cette idée immédiatement parce que seul lui peut les utiliser. Ensuite, Tyle dit qu'ils peuvent chasser des monstres pour des matériaux, mais Van rejette aussi cette idée parce que seuls les aventuriers et les chevaliers peuvent le faire. Espada pense qu'il est difficile de trouver quelque chose de spécial dans ce village, donc Van décide de réfléchir sérieusement. Plus tard dans la journée, il tombe sur le gros de l'équipe d'Orto, qui dit que ses serviteurs semblent beaucoup l'aimer parce que quand il leur a demandé de montrer ce que leurs armes pouvaient faire, ils refusent de laisser les armes être ruinées en les utilisant. Van est déçu en eux deux et dit que les armes sont faites pour être utilisées, et s'ils les gardent stockées dans leur C***, elles ne les aideront pas quand le moment viendra. Van les encourage à utiliser leurs armes, et l'aventurier au physique horizontal sort un bouclier fait de cuir d'orc. Il prétend qu'il est vraiment solide et peut mesurer la puissance de leurs armes et les encourage à l'attaquer. Khamsin accepte à contre-cœur de le faire et tapote doucement le bouclier avec son katana. Monsieur surdimensionné lui demande de mettre plus de force dedans parce que ça ne compte même pas comme une attaque, mais le moment d'après, il remarque qu'une partie de son bouclier tombe au sol. Il ne peut pas croire que le bouclier qu'il vient de faire est détruit maintenant, et en plus de cela, Van lui dit que l'épée a l'air en métal, mais qu'elle est seulement faite de bois. Cela fait pleurer le gros très fort, mais Van répare son bouclier avec sa magie instantanément. Juste à ce moment-là, Orto arrive là, et il demande à Van s'il veut acheter des minerais précieux auprès d'eux. Van est étonné de le voir transporter une charrette pleine de minéraux rares, et Orto explique que les montagnes près du village sont pleines de minerais et de minéraux, et qu'ils n'ont même pas besoin d'aller loin pour les obtenir. Il a du minerai de fer, de cuivre et d'argent, et aussi un peu d'or. Cependant, la trouvaille la plus précieuse est du minerai de mithril, et Van devient fou en le voyant. Il se demande pourquoi personne d'autre n'a découvert les ressources dans les montagnes avant, et Orto dit que cet endroit est juste trop loin et peu pratique pour que quiconque se donne la peine de chercher. Après cela, Van décide de travailler sur le minerai de fer et le transforme aussi en cube nano. Le gros est excité en le voyant et demande à Van s'il peut faire des épées avec ça. Van se sent toujours mal pour son bouclier, alors il accepte d'en faire une pour lui, et le gros lui demande de faire une épée courte et une longue épée. Van travaille d'abord sur l'épée courte, imaginant soigneusement tous les détails pour la rendre durable, tranchante et aussi belle. Le gros est ravi en voyant l'épée, et le reste des aventuriers se pressent autour de lui pour la regarder de plus près, tandis que Van crée une longue épée dans le même design. Cela rend les aventuriers fous, et ils demandent à Van s'il peut aussi faire des épées pour eux. Il décide d'en faire une pour chacun d'eux parce qu'ils ont apporté les minerais, puis Pluriel lui dit que les épées ont l'air de pouvoir se vendre pour beaucoup. Van pense que s'il peut faire des épées en mithril, elles pourraient se vendre encore plus. Quand Espada arrive sur les lieux, il vérifie le minerai de mithril et dit qu'il est très rare d'en trouver, mais si les aventuriers l'ont trouvé dans la forêt avant même d'entrer dans la montagne, cela ne peut signifier qu'un donjon est à proximité. Il dit que si un donjon est découvert ici, le village va soudainement passer sous les projecteurs, et des milliers de gens viendront ici chaque jour pour explorer le donjon. Bien que ce soit un boost majeur pour leur économie, Van sait qu'ils ne sont pas en état de supporter autant de gens. En plus de cela, il craint qu'ils ne soient attaqués par le pays rival et même les nobles voisins pour le donjon. Pluriel dit que si un donjon est trouvé, le père de Van enverra immédiatement les chevaliers pour le protéger, et Van répond que son père l'a pratiquement renié, donc il sera envoyé ailleurs si ce village devient important. Pluriel comprend maintenant que Van veut développer le village davantage et en faire son territoire permanent avant de découvrir le donjon et de le signaler. Orto dit qu'ils essaieront de ne pas aller dans la région où le donjon peut être. Ses amis sont aussi d'accord, et Van les remercie de garder le secret même s'ils profiteraient plus en étant ceux qui découvrent le donjon. Peu de temps après, Van rénove le village une fois de plus avec des matériaux de meilleure qualité, et Tyle s'inquiète qu'il se surmène. Juste à ce moment-là, un villageois arrive en courant et crie qu'une meute de monstres lézards blindés approche du village. Van ordonne immédiatement à tout le monde d'entrer dans les murs puis verrouille les portes. Les villageois sont terrifiés par les monstres, mais Van leur demande de se battre à ses côtés parce qu'ensemble ils peuvent vaincre n'importe quel obstacle sur leur chemin. Les villageois sont motivés par le discours d'encouragement de Van, et ils jurent qu'ils se battront jusqu'à leur dernier souffle pour protéger le village. Van leur dit de monter immédiatement sur le mur et de se positionner derrière les balistes. Khamsin lui dit qu'Orto et son groupe sont partis chasser, donc ils ont besoin de quelqu'un pour prendre le commandement de la situation, et Van décide de monter avec le reste de ses citoyens. Cependant, Tyle saisit son bras avec des larmes aux yeux, et Van n'est peut-être pas un simp, mais il ne veut pas lui faire de mal. Il demande à Dee de monter et de lui relayer la situation en temps réel, tandis qu'il reste au sol et donne des ordres. Dee accepte son ordre et se précipite sur le mur, et la vue devant lui le laisse stupéfait. Il dit à Van qu'environ 40 lézards blindés se dirigent vers eux, et qu'ils font environ 8 mètres de haut, ce qui équivaut à 3 éléphants debout sur les épaules les uns des autres en unité de liberté.
Dee commence à paniquer en voyant cela parce que même un groupe de chevaliers vétérans a du mal à abattre un seul lézard blindé, et actuellement ils n'ont qu'une poignée de combattants entraînés. Van lui ordonne de charger les flèches de fer dans les arbalètes géantes, et il avance immédiatement pour le faire. Ses chevaliers lui disent que les armes normales ne fonctionnent pas contre les écailles dures des lézards blindés, et Dee le sait aussi. Il dit que jusqu'à présent il a gagné toutes les batailles qu'il a combattues, mais cette fois il veut faire confiance à son instinct et laisser Van prendre le commandement. Il ordonne à tout le monde de charger leurs balistes puis leur ordonne de tirer. Les flèches disparaissent dès qu'elles frappent les lézards, et il faut un moment à Dee pour réaliser qu'il y a un énorme trou là où les flèches ont frappé. Les lézards blindés touchés par les flèches tombent au sol après quelques secondes d'inertie poussant leur corps vers l'avant, et juste dans la première volée, les villageois en abattent 10. Dee est impressionné par la qualité des armes faites par Van et aussi par les villageois qui, pour une raison quelconque, peuvent viser mieux que mes coéquipiers de Call of Duty en match classé. Il dit à tout le monde de se préparer pour le round 2, et les chevaliers lui disent qu'ils n'ont plus qu'une flèche de fer pour chaque baliste. Dee leur dit de charger et de tirer quand même, et ils parviennent à abattre plus de lézards blindés. Cependant, la moitié des lézards est encore là, et ils sont à court de munitions. Dee relaie le message à Van, qui commence à trouver une solution au problème. Quand il se souvient soudain que l'épée en bois de Khamsin a réussi à couper le bouclier haute spécification du gros, il pense que ça pourrait aussi fonctionner contre les lézards blindés et dit à Dee d'utiliser les flèches en bois. Les chevaliers pensent que c'est de la pure stupidité parce que le bois ne passera pas à travers la peau de lézard qui est dure comme de l'acier. Dee leur dit de fermer leur gueule parce que Van les a déjà prouvés faux plusieurs fois, et il va faire confiance à ce qu'il dit. Il ordonne aux villageois de charger les flèches en bois et de tirer, et même les flèches en bois parviennent à percer les lézards même si elles se coincent à mi-chemin. Heureusement, c'est assez pour toucher leurs organes vitaux et les tuer immédiatement, et maintenant Dee sait que personne ne peut les battre. Il dit aux villageois de charger et de tirer encore une fois parce que ce soir ils vont festoyer avec de la viande de lézard. Les villageois suivent son commandement et font pleuvoir des flèches sur les lézards blindés, éliminant tout ce qui en reste. Dee déclare fièrement leur victoire à Van et au reste des villageois, qui commencent à applaudir fort. Tyle sert Van fort, et il essaie toujours de comprendre que ces armes en bois ont réellement fonctionné contre des monstres puissants. De retour au sommet du mur, les chevaliers remarquent que personne de leur côté n'a été blessé et qu'ils ont encore beaucoup de munitions. Dee pense que la bataille s'est terminée si rapidement qu'il se sent un peu déçu, mais cela montre juste à quel point la capacité de Van est OP. Peu de temps après, les villageois commencent à traiter les cadavres de lézards sous la direction du groupe d'Orto, qui est revenu assez tard. Orto leur dit de conserver les yeux, crocs, peaux et noyaux magiques pour la vente, tandis que la viande est à stocker pour la consommation. Il dit que généralement traiter les lézards blindés prend beaucoup de temps, et la plupart de la viande pourrit avant qu'ils ne puissent l'utiliser, mais grâce au couteau que Van a fait, le travail est vraiment facile. Juste à ce moment-là, Van arrive là et inspecte la montagne de viande et décide d'organiser une énorme fête pour célébrer leur victoire. La nuit, les festivités commencent, et les gens peuvent manger autant de viande qu'ils le peuvent. Le groupe d'Orto parle à Van et lui dit que les armes qu'il a faites pour eux fonctionnent vraiment bien. Dee entend cela et demande à Van s'il a fait des armes pour les aventuriers avant lui, et le groupe d'Orto commence à exhiber leurs épées. Dee devient jaloux en entendant cela et demande à Van de lui faire une épée, et il est prêt à lui écrire un chèque en blanc pour ça. Les autres chevaliers veulent aussi des armes faites par Van, et il leur dit timidement qu'il ne peut pas prendre d'argent d'eux, mais qu'il est un peu occupé en ce moment. Il promet de leur faire de nouveaux équipements après que les affaires du village seront réglées, et les chevaliers sont contents de ça. Après cela, Orto dit à Van que généralement un lézard blindé se vend pour 20 pièces d'or, mais puisque la plupart de la viande va pourrir, il peut obtenir environ 8 pièces d'or par lézard. C'est encore beaucoup d'argent, et Van est submergé en pensant à comment il va utiliser tout cet argent. Espada lui annonce une mauvaise nouvelle, lui disant que quand un village gagne plus de 100 pièces d'or, ils doivent en donner la moitié au marqué comme impôt. Van a l'impression d'avoir perdu les économies de sa vie dans une arnaque crypto en entendant cela et demande s'il y a un moyen de commettre une fraude fiscale. Espada lui dit qu'ils ne peuvent pas cacher la vente de tant de matériel, et Van perd tout espoir. Cependant, il est plus inquiet que son père découvre l'importance de ce village parce qu'alors il l'exilera dans un autre endroit lointain. Soudain, Espada trouve une solution et dit qu'ils peuvent compromettre la situation en rapportant Amrucia au lieu de Jalpa. Van réalise qu'ils peuvent donner la gloire d'avoir vaincu les lézards à son frère aîné, ce qui couvrira leurs actions et leur permettra de rester dans ce village plus longtemps. Le lendemain, 2 marchands viennent au village, et ils sont déconcertés en voyant l'énorme mur semblable à une forteresse devant eux. Ils commencent à se blâmer mutuellement pour avoir mal lu Google Maps et perdu le chemin, quand soudain, Van apparaît au sommet de la porte et les accueille dans son village. Les marchands sont choqués parce qu'ils reconnaissent Van comme le fils génie du marquis et se demandent pourquoi il est dans un endroit aussi éloigné. Il se présente comme Bell et Rango de la chambre de commerce mairie, et Van les laisse entrer. Dès que les frères marchands atteignent l'entrepôt, leurs mâchoires tombent à moitié au sol en voyant les matériaux récoltés sur les lézards blindés. Ils ont du mal à croire qu'un si petit village a chassé tous ces monstres,
mais Van veut juste savoir s'ils peuvent leur acheter tout ça. Les marchands disent immédiatement oui et demandent à Van d'attendre un mois parce qu'ils doivent organiser toute une équipe pour évaluer et transporter tout. Van accepte cela et leur demande de prendre de la viande gratuitement parce que de toute façon ça va pourrir puisqu'il ne peut pas créer de frigo actuellement. Il demande ensuite aux frères de jeter un œil à quelques armes qui sont aussi à vendre, et ils sont époustouflés par la qualité. Ils acceptent immédiatement le prix demandé par Van sans marchander, et il leur demande de les promouvoir. Les frères hésitent à répondre à cette question, et Van réalise que ces noobs pensent qu'ils sont des pros qui peuvent monopoliser le commerce de ces épées. Il leur dit que même s'ils essaient de garder le secret, les gens découvriront le village parce qu'ils peuvent découvrir l'itinéraire qu'ils prennent. Les frères sont choqués d'entendre cela, et Van leur dit qu'il y a une autre façon de faire un profit fou. Ils sont impatients d'entendre ça, et il leur dit d'installer une boutique dans leur village. Les frères acceptent immédiatement cette offre et s'inclinent devant Van pour montrer leur gratitude, et il leur dit qu'ils devraient construire leur boutique tout de suite avant même de comprendre de quoi ils parlent. Van crée la boutique dont ils ont toujours rêvé d'ouvrir et leur dit qu'il a hâte de faire de bonnes affaires avec eux. Peu de temps après, Van reçoit deux invités qu'il n'attendait pas du tout. L'un d'eux est une fille noble presque de son âge, et l'autre est une maman chevalier badass qui la garde. La maman chevalier est déjà dans le jugement et déclare qu'elle va découvrir si Van est vraiment un génie ou un imposteur. Pendant ce temps, Van reçoit des devoirs d'Espada, qui lui dit de planifier une ville pour 10 000 personnes parce qu'au rythme où il développe ce village, il deviendra une ville en un rien de temps. Il demande à Van quel genre de ville-forteresse il veut, disant que les forteresses de forme carrée sont les plus courantes. Cependant, Van ne peut pas s'empêcher d'être extra, et il dit qu'il veut construire une forteresse en forme d'étoile parce que cela forcera les attaquants à perdre beaucoup de temps à essayer de couvrir les points de défense qu'il établira autour de la forteresse. Espada aime l'idée et commence à aider Van avec ça. Quand la chevalière rousse fait irruption dans la pièce, disant qu'un émissaire du comté voisin de Ferdinando est là pour le voir, Van les laisse entrer, et il s'avère que ce sont la même fille noble et la maman chevalier. Il les salue, et la maman se présente comme Mera, qui est devenue vicomtesse après être montée du rang de chevalier. La fille se présente nerveusement comme Art, la plus jeune fille du comte Ferdinando, et Van demande à toutes les deux de s'asseoir. Mera demande immédiatement à Van pourquoi ils pensent qu'elles sont ici, et il dit qu'elles sont ici pour l'évaluer et le gagner s'il semble être une menace. Elle se met à rire en entendant cela parce que Van a raison et dit ensuite que le comte Ferdinando pense que le marquis Jalpa a envoyé son fils génie pour gouverner ce village parce qu'il veut conquérir son territoire. Cependant, Mera pense que Van a été envoyé ici parce qu'il n'a pas de magie élémentaire. Van décide d'être franc et lui dit qu'elle a raison sur le truc de la magie élémentaire, mais il n'est pas ici pour mener une quelconque guerre, et il a juste été exilé par son père. Mera refuse de croire cela après avoir vu à quel point Van a développé le village en peu de temps, et elle croit qu'environ 5000 soldats ont été envoyés avec lui pour transformer ce village en base militaire. Van éclate de rire en entendant cela puis s'excuse avant de dire à Mera qu'il a été chassé de la famille avec rien d'autre que ses bagages et Kamsin, et que personne n'est même venu lui dire au revoir. Mera demande si elle hallucine le majordome et le commandant adjoint des chevaliers alors, et dit qu'il est venu compléter l'entraînement de Van de son propre chef et qu'il a ignoré les messages du commandant des chevaliers pour retourner à la ville. Espada lui dit aussi qu'il a pris sa retraite et qu'il enseigne maintenant à Van comme passe-temps, et Tael dit qu'elle veut servir Van pour toujours parce qu'il traite tout le monde avec gentillesse peu importe leur classe sociale. Cela n'explique toujours pas le développement rapide, et Van décide de donner une démo à ses invités parce que ce sera plus rapide. Il les emmène à l'extérieur du village et demande à Espada de créer un mur de terre pour qu'il puisse le transformer en mur de qualité forteresse. Mera est impressionnée par la magie du vieux majordome, mais elle dit que le mur s'effondrera dès qu'il perdra sa mana. Van utilise immédiatement sa magie pour transformer le mur de boue en béton solide puis utilise quelques cubes nano en bois pour créer une porte. Mera et Art sont déconcertés en voyant cela et demandent à Van son attribut magique. Il répond qu'il peut utiliser la magie de production, qui est considérée comme la pire sorte de magie, et c'est pourquoi il a été exilé ici. Entendre cela rappelle à Art sa propre vie malheureuse, puis Mera décide d'en venir à son second agenda. Elle dit à Van qu'elle a été envoyée ici pour offrir la main d'Art en mariage, et il comprend que le comte veut lui donner sa fille pour qu'il n'essaie pas de conquérir son territoire. Il dit à Mera qu'un mariage est inutile parce qu'il ne veut pas de conflit avec qui que ce soit, et il développe juste le village parce qu'il veut vivre une vie paisible ici. Mera lui dit qu'au début elle voulait empêcher Art d'être fiancée au seigneur d'un petit village sans nom parce qu'elle ne trouverait pas le bonheur dans un endroit aussi miteux, mais après avoir vu le potentiel et le caractère de Van, elle soutient leur mariage. Elle commence à louer son intelligence, son charisme et sa volonté de transformer les difficultés en défis et dit que si c'était légal, elle voudrait l'épouser elle-même. Van est excité à l'idée d'avoir une waifu maman, mais malheureusement, il ne peut avoir que Art pour l'instant. Mera se tourne vers Art, demandant si elle veut épouser Van parce qu'elle ne peut honnêtement pas trouver un meilleur homme. Art devient timide et dit que Van est un bon gars, mais qu'elle n'a pas encore pensé au mariage. Van lui dit aussi de prendre son temps parce que c'est la décision la plus importante de sa vie,
et Mera dit qu'elles vont rester la nuit dans le village pour qu'elle puisse réfléchir alors. Van est choqué d'entendre qu'elle reste, mais quand Mera demande s'il a une chambre d'amis dans un manoir, il décide de construire une auberge pour elle à la place. Après cela, il dîne, et Van décide d'en savoir plus sur la fille qui pourrait devenir sa future OFU. Elle lui dit qu'elle aime les choses mignonnes comme les fleurs et les poupées, et Van demande s'il peut voir les poupées qu'elle a. Art est contente que quelqu'un s'intéresse à elle, et elle accepte volontiers de montrer à Van les poupées dans sa carriole. Plus tard, Van raccompagne les deux dames à l'auberge, et Mera laisse les deux enfants seuls pour qu'Art puisse dire à Van qu'il est un gentil garçon avant de courir à sa chambre. Van retourne ensuite à son manoir, où Espada lui dit que puisque le comte a envoyé sa fille épouser le seigneur d'un village sans nom, elle n'a probablement pas non plus de magie élémentaire. Van réalise maintenant qu'Art a aussi été exilée de chez elle, et il décide de la laisser rester au village si elle le veut, même s'il ne se fiance pas. Le lendemain matin, Tyle et Kamsin réveillent Van à la hâte, et ils leur demandent la raison pour laquelle ils interrompent son rêve alors qu'il était sur le point d'embrasser Sydney Sweeney. Tyle lui dit qu'il a des choses plus importantes que ça dans la vraie vie, et que Dee et Espada sont déjà arrivés sur le site. Van leur demande de lui expliquer au moins correctement ce qui se passe, et Tyle dit qu'il saura tout après être arrivé au lac de Van, le même lac qu'il a créé il y a quelques jours. Van est choqué d'apprendre que les villageois ont nommé le lac d'après lui, et il note immédiatement de les empêcher de nommer aussi le village d'après lui. Il arrive bientôt au lac pour découvrir que tout le village est déjà là, et Dee le conduit directement à la cause de l'agitation, qui est une sirène cachée dans le lac. Espada dit à Van que les sirènes vivent généralement dans de belles rivières au fond des forêts où les humains ne peuvent pas accéder pour les polluer. Cependant, quelques sirènes sont apparues dans le lac que Van a créé, et personne ne comprend comment une espèce aussi rare est arrivée jusqu'ici. Van décide de parler à la sirène pour savoir pourquoi elle est là, mais elle ne répond pas à ses questions. Il se demande si elle est sourde ou si elle ne comprend tout simplement pas le langage humain, et il trouve une autre méthode qui fonctionnera sûrement. Il ordonne à Tyle et Kamsin d'apporter de la viande, et comme Van le pensait, tout le monde comprend le langage de la nourriture. La sirène nage vers lui en voyant la viande rôtie et demande si elle peut vraiment la manger. Van lui dit que c'est tout pour elle, et dès que la sirène la mange, elle réalise que c'est la viande du lézard blindé. Elle demande qui a vaincu les lézards blindés, et avant que Van puisse faire preuve d'humilité et attribuer le mérite au travail d'équipe du village, tout le monde déclare à l'unanimité que c'est Van qui les a tous vaincus. La sirène est satisfaite en apprenant cela, et elle plonge immédiatement sous l'eau et disparaît. Van se demande si elle reviendra bientôt, mais Espada ne pense pas que cela se produira parce que les sirènes sont plus timides que le Bigfoot. Étonnamment, le lendemain, tout le clan des sirènes se présente à la porte de Van, et il est abasourdi en les voyant. Il est presque sûr qu'elles sont là parce qu'il a vaincu les lézards blindés et se demande si les sirènes vénèrent ces grands monstres écailleux. Espada trouve son idée idiote et dit qu'il devrait demander directement aux sirènes. Soudain, le chef des sirènes, grand et effrayant, s'avance, remerciant Van d'avoir bien traité sa fille la veille. Van lui dit qu'il est le bienvenu, puis le roi des sirènes demande s'il a vraiment vaincu les lézards blindés. Van affirme mais ajoute que c'était un effort d'équipe, mais personne ne se soucie d'écouter cette partie, et il commence à bavarder et à murmurer qu'un enfant a vaincu des monstres si puissants. Le roi des sirènes appelle soudainement Van un héros et déclare qu'il a la permission d'épouser sa fille, Lada. Van est pris de court en entendant cela, et le roi des sirènes lui demande s'il n'est pas attiré par les lolis. Il l'assure que lorsque Lada grandira, elle sera la maman la plus maman de toutes, mais Van ne peut regarder que le présent, et il dit au roi des sirènes que sa fille n'est qu'une enfant pour le moment. Il dit que Lada ne semble pas comprendre le concept du mariage, contrairement à l'autre fille qui essaie de le lier pour toujours, et demande au roi s'il a une raison pour laquelle il offre sa main en mariage. Le roi des sirènes répond solennellement qu'il n'aime généralement pas traîner avec les humains, mais récemment, les lézards blindés ont infiltré leur territoire et en ont tué beaucoup, donc il est prêt à marier sa fille à tout héros qui peut les vaincre. Van comprend maintenant sa logique et lui dit qu'il n'a pas besoin de lui donner sa fille en mariage pour assurer la sécurité de son peuple. Il dit au roi des sirènes de laisser Lada épouser qui elle veut quand elle grandira, car il va les aider simplement pour l'amour du jeu. Le roi des sirènes demande si son peuple peut rester dans le lac si cela convient à Van, et il est prêt à les laisser rejoindre son village. Il construit immédiatement 2 maisons de poignées flottantes au milieu du lac, et les sirènes s'y sentent immédiatement chez elles. C'est alors qu'Espada rappelle à Van qu'ils doivent s'occuper des égouts, et le roi des sirènes devient curieux à ce sujet. Van explique l'architecture de leur village et comment ils utilisent un système de chasse d'eau géant pour envoyer leurs déchets loin de leurs égouts. Le roi des sirènes propose d'aider puisque son peuple est doué pour la manipulation de l'eau et autres, et grâce à eux, le travail de Van devient vraiment facile. Le roi des sirènes lui demande de laisser le travail de chasse des égouts aux habitants de l'eau car c'est le moins qu'ils puissent faire en échange d'un espace de vie sûr. C'est alors qu'Arte et Maman Mera arrivent là, et elles sont choquées de voir des sirènes. Le roi des sirènes appelle soudainement Van son gendre et le remercie de les avoir aidés, ce qui choque les 2 filles humaines. Mera demande à Van s'il a épousé une sirène alors qu'Arte était la première en ligne, et avant qu'il ne puisse dissiper la confusion,
Lada déclare fièrement qu'elle est la femme de Van. Cela aggrave les choses entre Van et Arte, alors il l'invite à une séance de bateau le lendemain pour qu'il puisse dissiper le malentendu. Arte lui dit qu'elle a déjà entendu les détails de Mera plus tôt, donc il n'y a plus de confusion. Van est content de l'entendre, puis Arte commence à le féliciter pour avoir construit un lac et développé son village à ce point. C'est alors que Lada arrive là pour le saluer, et elle devient jalouse de le voir avec une autre fille alors qu'il est déjà son mari dans son esprit. Soudain, d'autres enfants sirènes arrivent aussi à côté du bateau, et ils commencent à appeler Van le seigneur de la viande tout en faisant basculer le bateau et en faisant tomber Arte accidentellement sur lui. Les enfants regardent la scène avec curiosité tandis qu'Arte devient nerveuse, mais Lada devient encore plus jalouse. Elle demande encore à Van, que fait cette fille étrange avec son mari, et il lui rappelle qu'il a refusé l'offre de son père, donc ils ne sont même pas fiancés. Lada fait juste la moue et plonge sous l'eau en entendant cela, et les autres enfants sirènes commencent à crier après Van pour avoir intimidé leur princesse. Ils commencent à faire basculer le bateau très fort, et Arte s'accroche fermement à Van, qui continue à soudoyer les enfants avec de la viande, mais il ne cède pas. Plus tard, le roi des sirènes lui-même vient affronter Van, qui est terrifié par son expression sévère. Le roi des sirènes dit qu'il a entendu de Lada que Van flirtait avec une autre femme alors qu'il est déjà marié. Arte a peur en entendant cela, mais Van clarifie qu'il n'a jamais dit oui pour épouser Lada. Cependant, le roi des sirènes n'est pas là pour écouter la logique, et il déclare qu'ils auront une compétition entre les Murfolk et le peuple de Van. Si les Murfolk gagnent, Van reconnaîtra officiellement son mariage avec Lada. Van est sur le point de le refuser quand Dee accepte soudainement le défi en son nom. Il promet à Van qu'en tant que commandant adjoint de l'ordre des chevaliers, il lui apportera sûrement la victoire. Même Espada est d'accord avec Dee pour une fois, disant que plus il règle rapidement ce problème, plus Van aura de temps pour ses études. Mera est aussi à proximité, et elle est aussi d'accord avec l'idée. Van dit que s'il perd, il devra se marier tout de suite, mais Tyle et Khamsin lui disent qu'il n'y a aucune chance qu'il perde un jour. Il ne sait pas comment les empêcher de se moquer de lui tout le temps, et à la fin, il accepte la compétition. Le roi des sirènes dit qu'ils peuvent organiser une compétition de 3 épreuves pour être juste et donne à Van la chance de choisir la première épreuve. Eh bien, au lieu de choisir quelque chose où il aurait un avantage clair, Van choisit d'organiser un match de water-polo, qui sera également difficile pour les deux côtés car personne n'a aucune idée de comment y jouer. Van crée d'abord une piscine au milieu de l'étang, puis commence à expliquer les règles à tout le monde. Espada est surpris parce qu'il n'a jamais entendu parler d'un jeu comme celui-ci, et Tyle dit que Van est vraiment génial parce qu'il sait des choses que même le vieux majordome ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Maman Mera dit à Van que les maillots de bain qu'il a fait sont vraiment bons pour attirer les gooners vers cet anime. Pendant que Dee est occupé à se montrer comme votre mec de salle de sport moyen. Van demande à Mera si elle va aussi participer au jeu, et elle affirme, disant qu'elle a besoin qu'il épouse Arte au lieu de la princesse sirène, et elle doit faire tout ce qu'elle peut pour le protéger. Bientôt, le jeu commence avec Mera représentant initialement le village de Van tandis que Lada et son père jouent pour les sirènes. Dès que le jeu commence, le roi des sirènes marque un S de service, et bientôt les deux sirènes commencent à submerger les humains, ce qui ne devrait être une surprise pour personne avec plus de 3 neurones. Tyle commence à perdre espoir en voyant l'énorme différence de points à la mi-temps, mais Mera se met en colère en entendant cela et demande si sa loyauté envers Van perdra face à un si petit défi. Ces mots enthousiasment Tyle, et ensemble, ils commencent à reprendre des points aux sirènes dans la seconde mi-temps. Après une seconde mi-temps acharnée, les deux équipes sont au point du match, et tout dépend du point suivant. Mera saute pour bloquer le smash du roi des sirènes, mais il passe à travers elle, et Tyle est incapable de le défendre non plus. Avec cela, les sirènes gagnent le premier tour, et Tyle est découragé, mais Mera agit comme mon cousin quand il regarde EQ pour la 8e fois. Van n'est pas content de la voir pleine d'espoir même s'ils ont perdu le premier jeu, puis le roi des sirènes s'approche de lui avec l'idée du deuxième jeu. Il garde les choses simples et dit qu'ils feront une course de relais de natation, et Van réalise qu'il est foutu parce qu'il sera impossible de battre les sirènes dans l'eau. Cependant, Dee dit que ce sera super facile, à peine un inconvénient avec lui là, et Khamsin se porte aussi volontaire pour rejoindre l'équipe. Bientôt, la compétition commence avec Lada et Khamsin qui partent, et comme tout le monde s'y attendait, Lada prend immédiatement une avance confortable. Khamsin travaille dur pour la rattraper, mais Lada se contente de se détendre, et elle plonge sous l'eau pour nager encore plus vite pour toucher son coéquipier. Khamsin la suit d'une manière ou d'une autre, et dès qu'il touche Dee, le vrai jeu commence. Dee commence à faire le papillon, qui est la façon la plus difficile de nager, et Van se demande pourquoi diable il a choisi ça plutôt que le crawl. Les autres chevaliers lui disent que le papillon permet à Dee d'utiliser ses muscles au maximum, et il se précipite comme un hors-bord, dépassant la sirène et gagnant la compétition. Le roi des sirènes ne peut pas croire qu'ils aient perdu à la natation, mais Dee est fier de son accomplissement. Il sort joyeusement de l'étang, ignorant qu'il a nagé si vite que son maillot de bain a été arraché par la pression de l'eau. Après cela, le roi des sirènes s'approche de Van,
toujours incapable de digérer sa défaite, mais prêt à régler la question une fois pour toutes. Il demande à Van de choisir le troisième et dernier jeu, et il a une idée qui devrait être également juste pour les deux côtés. Il crée une machine à glace pilée, puis demande à Pluriel de créer de la glace qu'il pilait sur laquelle il met des sirops aromatisés. Tout le monde est confus sur ce qu'il doit faire, et Van dit que la dernière compétition est un concours de consommation de glace pilée, et il va y participer lui-même. Il demande un partenaire, et Arte lève la main, choquant tout le monde. Bientôt, tout le monde est rassemblé dans la maison de poignée des sirènes, et les 4 participants ont un énorme bol de glace pilée dans les mains. Van se demande si c'est trop gros, tandis que Mera dit à Arte qu'il n'est pas trop tard pour changer de place. Cependant, elle refuse d'arrêter de se battre pour son futur mari, et dès qu'Espada donne le signal, tout le monde commence à avaler la glace pilée. Aucun d'entre eux ne peut échapper au gel cérébral qui accompagne la consommation de glace pilée, mais le roi des sirènes est déterminé à faire épouser Lada à Van à tout prix. Il surmonte le gel cérébral et commence à manger la glace pilée, et Lada suit son exemple. Van pense qu'ils vont perdre maintenant, mais Arte surmonte son gel cérébral et commence à manger la glace pilée une cuillère à la fois. Cela donne à Van le courage de continuer à se battre, et il se joint à nouveau à l'orgie de nourriture. Après quelques minutes du concours de consommation de glace le plus intense jamais vu, Van et Arte finissent leur bol, gagnant la compétition. Le roi des sirènes accepte gracieusement sa défaite, et Van est content que maintenant il ne sera plus obligé d'épouser Lada. Cependant, le roi des sirènes l'appelle toujours son gendre et dit qu'il s'est avéré encore plus digne de sa fille. Il part chez lui avec cela, et le Van perplexe se demande quel était même le but de la compétition. C'est alors que son estomac commence à faire mal à cause de la consommation excessive de glace, et tout le monde se rassemble pour prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, Mera dit à Arte qu'elle a fait du bon travail, mais elle ne peut que regarder Van alors qu'il est entouré de ses amis loyaux. Elle se demande comment elle peut profiter du même genre d'attention que lui parce qu'elle a toujours été négligée depuis la naissance. Quand elle était petite, son père était toujours occupé par le travail et lui consacrait à peine du temps. Sa mère n'était pas intéressée par l'éducation d'un enfant non plus, alors elle l'a confié à une nounou et est partie faire du backpacking à travers l'Europe. Personne ne lui a prêté attention pendant qu'elle grandissait parce qu'elle était timide et limite stupide. La seule bonne chose chez elle était sa magie de marionnette, avec laquelle elle pouvait contrôler parfaitement les poupées. Arte pensait qu'elle pourrait impressionner sa mère avec ça, mais elle avait horriblement tort. Sa mère l'a giflée et l'a abandonnée parce que la magie de marionnette n'était pas considérée comme inutile mais comme maléfique entre les mains des nobles. Tout le monde l'a ignorée après ça, et quand elle a eu 10 ans, son père l'a envoyée épouser le seigneur d'un village sans nom. Elle était inquiète, mais Van s'est avéré être un homme vraiment gentil, et malgré le fait d'avoir un type de magie inutile, il était toujours confiant et tout le monde l'aimait. En le voyant maintenant, Arte décide de s'entraîner encore plus avec sa magie de marionnette pour qu'un jour tout le monde l'aime pour ça. Le lendemain, Van rassemble les villageois pour des travaux de construction et les enthousiasme avec la promesse d'une soirée barbecue la nuit. C'est alors qu'Arte vient là pour le saluer et demande si elle peut le voir travailler parce qu'elle veut lui ressembler davantage. Peu de temps après, Van termine la construction du mur d'enceinte en forme d'étoile dont il rêvait pour sa future cité, et Arte reste sans voix en le voyant. Elle lui demande comment il a pu construire quelque chose d'aussi solide et énorme en seulement 2 semaines, et Van attribue simplement le mérite à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Mera est impressionné par ce qu'il peut faire, mais Van est tout aussi impressionné par son pouvoir de courber la gravité. Mera remarque que le petit pervers la dévore des yeux, alors Van commence à expliquer qu'à mesure que plus de gens s'installeront sur son territoire, ils construiront plus de maisons et de magasins pour les accueillir. Mera répond qu'elle est jalouse de lui parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir sa propre terre qu'elle gouvernerait. Elle déclare qu'elle va simplement gagner beaucoup de gloire lors de sa prochaine bataille et que cela suffira pour obtenir une terre à elle. Sur ce, elle interroge Van à propos du gigantesque baliste monté au sommet du mur de la forteresse, et il lui dit qu'il s'agit de la version améliorée du simple baliste qu'il avait créé par le passé. Il commence à jacasser sur la façon dont le nouveau modèle peut tirer 2 carreaux l'un après l'autre, et est bien plus puissant, mais Mera est curieuse de voir l'arme en action plutôt que d'écouter des explications. Van dit immédiatement à Khamsin de faire un tir d'essai, et ce dernier obéit sur le champ. Dès qu'il lâche la première flèche, elle parcourt un mille et soulève un énorme nuage de poussière après avoir pulvérisé son point d'impact, et pendant que tout le monde est stupéfait et silencieux, Van est satisfait du résultat. Il dit à Mera qu'avec une centaine de ses balistes, il peut défendre correctement son territoire, et elle lui demande immédiatement de lui en vendre un. Elle est prête à payer le prix qu'il exigera, mais Van se contente de sourire et lui dit que ses petits bijoux ne sont pas à vendre. Mera décide de payer par d'autres moyens et dit à Van qu'elle lui rendra n'importe quelle faveur qu'il demandera en échange d'un baliste, et cela suffit à convaincre le petit pervers de changer d'avis. Il dit à Mera qu'il utilisera cette faveur plus tard et lui demande comment elle va l'emporter avec elle. Elle répond qu'elle va organiser une charrette pour transporter la grosse arme, et quant aux carreaux utilisés, elle peut les fabriquer chez elle. Soudain, Khamsin lui dit qu'elle devrait au moins prendre quelques carreaux fabriqués par Van,
mais elle lui demande pourquoi. Khamsin sort immédiatement l'épée que Van a fabriquée pour elle, et Mera demande pourquoi elle est courbée comme ça. Quoi qu'il en soit, elle ne voit rien de spécial dans cette épée, et Khamsin lui demande si elle a une arme dont ça ne la dérange pas qu'elle se brise. Mera sort son épée de rechange et dit à Khamsin qu'elle l'a utilisée longtemps à cause de sa durabilité, et elle est sûre qu'il ne peut même pas l'ébrécher. Cependant, ça ne la dérange pas si elle se casse, et avec sa permission, Khamsin frappe son épée avec la sienne. Mera ne sent même pas beaucoup d'impact et se demande si Khamsin a juste effleuré son épée, mais l'instant d'après, le haut de son épée glisse nettement. Elle n'en croit pas ses yeux et demande en quel matériau est faite l'épée spéciale. Khamsin répond calmement qu'elle est faite de fer ordinaire, mais puisque Van l'a fabriquée, elle est aussi puissante. Van lui dit que les carreaux pour les balistes sont fabriqués selon la même méthode, et qu'ils ont facilement transpercé les lézards cuirassés. Mera peut à peine le croire, mais elle demande immédiatement à Van de lui donner aussi quelques carreaux. Il est heureux de les ajouter en bonus à leur accord, et Mera remercie Khamsin de lui avoir révélé ce précieux secret, ce qu'il a fait juste pour taquiner la maman de la nuit. Soudain, Van entend quelqu'un crier au loin et découvre que c'est Orto et son groupe, qui courent frénétiquement vers la forteresse. Ils disent à tout le monde de fuir pour sauver leur vie parce que quelque chose de désastreux les poursuit. En quelques secondes, un énorme dragon sort des bois, et tout le monde panique en le voyant. Orto dit à Van d'emmener tout le monde au village pendant qu'il distrait le dragon, mais Van ne sait pas si c'est un bon plan. Il veut aider les aventuriers, mais ne sait pas s'ils peuvent engager le combat contre le dragon avec les villageois morts de peur. Heureusement, Mera intervient et lui dit qu'ils doivent se battre parce que les aventuriers ne tiendront pas longtemps, et ensuite le dragon les attaquera. Van suit son conseil et dit à Orto et à sa bande de venir vers le village pour qu'ils puissent tirer sur le dragon avec leurs balistes. Pendant ce temps, Mera prend la situation en main et dit aux villageois de se mettre derrière les balistes tout en demandant à quelqu'un de ramener Arte au village. Avant cela, Van va voir Arte et s'excuse de l'avoir exposé à cette situation dangereuse parce qu'il combat un dragon de niveau intermédiaire, qui est assez puissant. Il lui assure qu'avec Mera à leur tête et leurs armes puissantes, ils ne perdront pas face aux lézards ailés, et Arte lui souhaite bonne chance. Van ordonne à Tyle de ramener Arte au village et lui dit de convoquer Dee et ses hommes en chemin. Au même moment, le groupe d'Orto se précipite vers la porte de la forteresse, et Van dit à tout le monde de viser d'abord les ailes du dragon afin de pouvoir le vaincre pendant qu'il est au sol. Soudain, un des amis d'Orto trébuche et tombe, le dragon juste derrière lui. Gros Bras essaie d'attirer le dragon vers lui en frappant son bouclier, et quand cela ne fonctionne pas, il lance sa dague sur le dragon, ce qui détourne son attention vers lui. Gros Bras court aussi vite qu'il le peut pour échapper au dragon, pendant que son groupe se dirige droit vers la porte au lieu de l'aider. Il panique en voyant que tout le monde l'abandonne, mais Orto lui dit qu'il est le membre le plus rapide du groupe, donc il peut revenir vivant. Van intervient pour aider Gros Bras avant qu'il ne devienne un casse-croûte pour le dragon et dit aux villageois de faire feu. Le dragon esquive facilement les carreaux que les villageois tirent vers lui, et Van réalise qu'ils sont désavantagés. Soudain, Mera dit à tout le monde de partir, immobilisant le dragon elle-même. Alors qu'elle se tient sur le mur de la forteresse prête à attaquer, Van réalise qu'elle est une mage élémentaire de haut niveau, ce qui explique pourquoi elle a accédé au titre de noble à un si jeune âge. Il a hâte de voir quel genre de magie elle peut utiliser, et Mera crée une boule de feu dense qu'elle tire sur le dragon. Le dragon n'est pas assez rapide pour l'esquiver, et le coup de l'attaque de Mera le fait s'écraser au sol. Tout le monde est stupéfait en voyant la puissance de feu de Mera, mais le dragon n'est pas encore mort, car il se relève plus en colère qu'avant. Van réalise qu'un dragon est bien plus fort que les lézards cuirassés, et ils ne peuvent pas le vaincre à ce rythme. Il ordonne à tout le monde de tirer sur le dragon une fois qu'il sera en l'air, mais la plupart des carreaux manquent le dragon. Heureusement, ils réussissent à endommager ses ailes, le rendant incapable de voler, et Van pense que le combat sera maintenant beaucoup plus facile. Cependant, le dragon est aussi rapide et agile sur ses pattes que sur ses ailes, et il charge vers la forteresse, esquivant la deuxième salve d'attaque des balistes. Pendant ce temps, les aventuriers ont atteint la porte, et une fois qu'ils sont entrés, Van décide de la fermer. Soudain, le dragon commence à s'approcher de lui, et Mera l'attaque immédiatement avec son javelot de feu. Le dragon l'esquive, mais Mera courbe son attaque et le fait frapper le monstre par derrière, renvoyant le dragon au sol et créant une énorme explosion, mais cela ne suffit pas à le vaincre. Mera saute en bas et lui dit qu'ils doivent rentrer et se préparer pour un combat plus intense à l'intérieur. Van suit ses ordres et dit aussi aux villageois de rentrer. Pendant ce temps, le feu brûle les ailes blessées du dragon, et dans sa rage, il saute au sommet du mur de la forteresse et écrase un baliste. Van se demande comment il a encore autant d'énergie quand soudain, Espada commence à marcher vers le dragon. Van lui dit de revenir, mais le vieux majordome demande la permission de retarder le dragon un peu avant de revenir. Espada crée une vague de rochers géantes au-dessus de la tête du dragon puis la fait tomber. Le dragon subit une commotion cérébrale avant d'être enterré sous les rochers, et Espada retourne tranquillement, disant à Van que cela leur fera gagner assez de temps. Van dit au vieux fermier Dora de courir au lieu de marcher, mais Espada répond qu'il est vieux,
donc il ne peut pas courir. Khamsin décide de rester avec lui et demande à Van de rentrer d'abord. Alors que Van se dirige vers la porte du village, il réalise qu'il doit faire quelque chose avant que le dragon ne reprenne conscience et n'attaque le village. Il remarque Mera debout au sommet du mur du village et décide de lui demander de l'aide. Il lui dit qu'il va utiliser la faveur qu'elle lui doit maintenant, et Mera est heureuse de l'entendre. Van lui dit de clouer le dragon au sol dès qu'il atteindra le village, et ensuite tout le monde pourra l'attaquer avec les balistes de l'ancien modèle. Mera accepte son plan, et à cet instant, le dragon se relève. Van pense qu'ils ont besoin de plus de temps pour charger correctement les balistes, et juste à ce moment, Dee arrive en courant avec ses hommes. Il charge droit sur le dragon, disant à Van de ne pas s'inquiéter pour eux parce qu'ils ont un équipement fabriqué par lui. Dee attaque carrément le dragon avec son épée, mais celui-ci bloque l'attaque et balance sa queue pour l'éliminer. Les autres chevaliers réussissent à la bloquer tant bien que mal, mais tous les trois sont projetés au sol. Le dragon est maintenant furieux contre eux, mais Espada utilise un autre mur de terre gigantesque pour l'enterrer. Dee ordonne à ses hommes de battre en retraite, et le dragon se relève rapidement de derrière les décombres. Van pense qu'il est temps de finir le combat maintenant, et il dit à Mera d'attaquer. Elle crée immédiatement la boule de feu la plus puissante qu'elle peut et frappe le dragon avec, créant une explosion gigantesque. Dee et ses hommes évitent de justesse d'être cuits par un tir ami, et en entendant le dragon crier de douleur, Van ordonne aux villageois de tirer dessus. La pluie de flèches puissantes a finalement raison du dragon, mais Dee s'avance pour vérifier, au cas où. Le dragon s'avère être toujours vivant, et avec les derniers lambeaux de force dans son corps, il bondit en avant pour le mordre. Dee esquive cette attaque en se déplaçant sur le côté, puis avec sa grande épée, il tranche nettement la tête du dragon. Van annonce qu'ils ont gagné, et tout le village commence à l'acclamer. Juste à ce moment, Arte et Tyle viennent prendre de ses nouvelles, et Mera arrive aussi. Elle félicite Van d'avoir tué un dragon, et il répond que le combat a été serré. Elle lui dit que c'est néanmoins un grand exploit car des villages ordinaires auraient été rayés de la surface de la terre si un dragon les avait jamais attaqués. Elle dit que ce village a des héros comme Espada et Dee, mais plus important encore, il a des armes assez puissantes pour percer les écailles d'un dragon. Van n'est toujours pas satisfait de cela, et il décide d'améliorer les balistes pour qu'ils puissent tirer 10 coups consécutifs. Quoi qu'il en soit, Mera dit à Van qu'ils doivent maintenant organiser une cérémonie de dragon slaughter car ce n'est pas une petite chose que de vaincre un dragon. En fait, tueur de dragon est le titre le plus honorable qu'un guerrier puisse obtenir, et dans ce combat, Dee a gagné ce titre en achevant le dragon. Bientôt, Van commence la cérémonie pour honorer les personnes qui ont le plus contribué au combat, et il laisse Mera s'en occuper car elle connaît mieux cela. Mera dit aux villageois que la plupart des villages et même des cités auraient été totalement détruits si un dragon les avait jamais attaqués, mais ce village a réussi à le vaincre sans aucune perte. Elle dit que les contributeurs les plus importants de ce combat sont Dee, le chevalier héroïque qui a décapité un dragon d'un seul coup, Espada, le mage génial qui a cloué le dragon au sol sans effort, et Van, qui a fabriqué les armes qui ont terrassé le dragon. Alors que Mera voit Van être timide et heureux des éloges qu'il reçoit, elle se rappelle comment elle a rencontré des gens de tous les horizons, mais elle n'a jamais vu personne comme lui. Mera est née dans une famille de chevaliers dans la capitale royale, mais une fois que son aptitude pour la magie de feu a été découverte, sa famille l'a essentiellement vendue à la famille noble qui a payé le plus d'argent. Elle s'est entraînée rigoureusement et est devenue commandant de chevalier à l'âge de 16 ans, après quoi elle a gagné la gloire dans diverses batailles, obtenant le titre de vicomtesse. Puis un jour, le comte Ferdinando l'a convoquée pour escorter Arte, qui devait épouser un noble dans un village éloigné. Mera a pensé que c'était exagéré car cette réunion aurait pu être un email. Cependant, le comte, tout comme mon manager, insistait pour que Mera visite Van et son village en personne. Mera a dit à la nerveuse Arte que si le garçon qu'elles allaient rencontrer s'avérait être un nul, elle le rejetterait pour elle, mais la jeune fille avait d'autres préoccupations. Elle a demandé à Mera si elle était chassée de sa famille parce qu'elle est inutile, et la maman chevalier a répondu que tous ses frères et sœurs avaient déjà des fiancés, donc il était temps pour elle d'en avoir un aussi. Elle a développé un faible pour Arte, qui quittait sa maison à un jeune âge comme elle. Heureusement, Van s'est avéré être le gars le plus étonnant qu'elle ait jamais vu, et elle est heureuse qu'Arte l'épouse. Soudain, Mera s'avance et déclare qu'elle prévoit de former une alliance avec Van. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et Mera dit à Van qu'il ne reçoit aucun soutien de son père pour le moment, donc il peut utiliser l'alliance pour obtenir du soutien d'elle. En plus de cela, il n'aura pas à s'inquiéter que l'armée du comte Ferdinando l'attaque non plus. Mera dit à Van que bientôt tout le royaume saura qu'ils sont des amis proches, et personne n'osera s'en prendre à lui. Van réalise que c'est une occasion trop belle pour la laisser passer, et il accepte avec joie l'offre de former une alliance avec Mera. Le lendemain, Van discute de l'avenir de leur village avec Espada, qui lui dit que les solides murs de la forteresse qu'il a construits ont rempli leur fonction lors du combat contre le dragon sauvage, et maintenant il devrait tourner son attention vers l'urbanisme. Van est d'accord avec lui et se souvient qu'Espada voulait qu'il construise une cité pouvant accueillir 10 000 personnes à l'avenir.
Espada confirme et dit qu'ils devraient commencer à chercher de nouveaux résidents pour augmenter la population de leur village et le transformer en cité. À cet instant, Tyle entre dans le bureau pour dire à Van que les frères marchands Bill et Rango sont arrivés, ainsi que d'autres marchands de leur compagnie. Van est excité de les rencontrer et décide de vendre d'abord le matériel du Dragon des Bois, puis de se lancer dans l'urbanisme. Ils se rendent à l'entrepôt où sont conservées les matières premières récoltées sur le dragon, et Van demande aux frères combien d'argent il peut en obtenir. Ils lui disent qu'un grand dragon des bois est assez rare et précieux, et en plus de cela, ses écailles, ses griffes et ses yeux sont en assez bon état. Ils disent qu'avec une approche prudente, il peut obtenir 100 pièces de platine, ce qui suffirait à faire de lui un millionnaire même dans le monde réel. Pendant ce temps, les marchands seniors examinent attentivement la carcasse du dragon puis commencent à murmurer leur stratégie en silence. Van s'approche d'eux et leur demande ce qu'ils en pensent, et il commence à se frotter les mains en lui demandant de leur vendre toutes les parties du dragon car il ne peut pas trouver de meilleurs partenaires commerciaux qu'eux. Ils lui disent qu'ils lui offriront le prix le plus élevé qu'ils puissent trouver ailleurs, puis déclarent qu'il obtiendra 60 pièces de platine pour le tout. C'est assez bas par rapport à ce qu'il a appris des frères, et il décide de leur reparler avant de faire sa contre-proposition. Les marchands seniors paniquent à cela car les frères ne sont pas encore des marchands aguerris comme eux et peuvent faire des erreurs. Ils acculent les frères, leur disant de jouer le jeu parce qu'ils sont de la même compagnie, et qu'ils devraient essayer d'obtenir le plus de profit possible de ce gamin naïf. Les frères argumentent qu'ils devraient fournir une juste valeur en tant que marchands honnêtes, mais les vétérans leur disent de prendre leur honnêteté, de la rouler et de se la mettre dans le cul. Ils sont confiants qu'aucun autre marchand ne viendra dans cet endroit, et Van n'aura d'autre choix que de vendre ses articles au prix qu'ils disent. Van peut les entendre clairement, et il s'apprête à parler aux marchands seniors, mais les frères le devancent. Il déclare fièrement qu'il prévoit de faire des affaires honnêtes avec tout le monde parce qu'il croit que cela leur apportera davantage à long terme, et ils sont sûrs qu'être honnête avec Van sera la meilleure chose à faire. Les marchands seniors ne sont pas contents de cette attitude, et ils maudissent les Bleus, menaçant de les expulser de la prestigieuse chambre de commerce Marie pour ne pas avoir fait ce qui est le mieux pour la compagnie. Les deux sales rapaces s'éloignent sur ces mots, et Van demande aux frères s'ils vont vraiment être expulsés de la compagnie. Ils confirment, croyant que les supérieurs prendront probablement le parti des marchands vétérans plutôt que des nouveaux comme eux, et cela signifie qu'ils vont perdre beaucoup de crédibilité. Van suggère qu'ils créent plutôt leur propre compagnie de commerce, et tous deux paniquent en entendant cela. Ils disent à Van que créer une compagnie de commerce n'est pas facile, et ils doivent accomplir 3 grandes étapes pour cela. D'abord, ils doivent payer les frais d'inscription à la guilde des marchands, et ensuite ils doivent avoir leur propre boutique. Ce sont les parties faciles, mais la troisième partie est d'obtenir un parrainage d'un noble titré. Van ne connaît qu'un seul noble avec un titre qui peut l'aider, et il va immédiatement voir maman Mera avec la demande. Elle accepte de parrainer les frères sans perdre une seconde, et Van lui demande de réfléchir à nouveau car elle pourrait avoir des problèmes avec la chambre de commerce Marie, qui est soutenue par la famille royale. Mera répond qu'une compagnie de commerce gigantesque ne se souciera très probablement pas qu'un petit noble soutienne une compagnie de 2 hommes. En plus de cela, elle veut faire des choses qui répandront de bonnes choses à son sujet, et avec cet incident, elle veut que les gens sachent comment elle a aidé 2 marchands honnêtes à démarrer une compagnie. Van suggère rapidement que si elle veut que les gens parlent d'elle, elle peut s'attribuer le mérite d'avoir tué le dragon, car ainsi sa famille ne le découvrira pas non plus. Mera répond que tuer un dragon est une chose énorme, et les gens enquêteront indépendamment pour vérifier l'affirmation. Leur enquête les mènera à Van et dit, donc il ne peut pas empêcher sa famille de savoir qu'il était responsable de la mort du dragon. Cela anéantit les espoirs de Van, et il craint que sa famille ne le convoque et ne confie ce village à quelqu'un d'autre. Mera lui dit que la seule façon d'éviter cela est d'obtenir un titre lui-même. Elle explique que tous les nobles ont un titre qu'ils peuvent hériter ou obtenir en travaillant dur. Elle prétend que puisqu'elle a commencé comme chevalier, elle a dû prendre le chemin le plus long, mais puisque Van est le fils d'un marquis, il peut facilement obtenir le titre de baron du roi. Van ne comprend pas comment cela peut se produire, et Mera lui dit de revendiquer la gloire d'avoir tué le dragon lui-même car cela suffit pour lui obtenir un titre noble. Van panique en entendant cela car il ne veut pas toute cette attention et cette notoriété, mais Mera lui dit que c'est la seule solution. Elle peut aussi comprendre ses inquiétudes car quand elle a obtenu son premier titre, elle s'est aussi fait beaucoup d'ennemis, mais elle les a simplement réduits en cendres comme la chef qu'elle est. Elle dit à Van de faire feu avec ses balistes sur les ennemis qui essaient de lui nuire, car cela arrêtera définitivement quiconque de le défier après cela. Van ne sait pas quoi faire de l'astuce de vie la plus illégale mais efficace qu'il vient d'apprendre. Il demande à Mera si elle n'a pas besoin de la gloire de vaincre le dragon pour être promue, mais elle laisse parler son côté prédateur en entendant cela et dit à Van qu'elle n'a pas besoin d'un gamin s'inquiétant pour elle. Après cela, Van retourne voir les frères et leur dit que Mera va les soutenir. Ils sont choqués d'entendre cela, mais ce choc se transforme en joie alors qu'ils réalisent qu'ils peuvent ouvrir leur propre compagnie de commerce. Ils achètent immédiatement les parties du dragon à Van pour 130 pièces de platine et se préparent ensuite à les vendre dans la capitale. Cependant,
il rencontre un énorme problème car il découvre que les marchands seniors ont emporté les charrettes avec eux, les laissant sans solution. Les frères ne savent pas quoi faire maintenant, alors Van propose de leur construire une charrette. Juste à ce moment, Mera arrive aussi et leur prête ses chevaux de guerre, qui sont comme des athlètes de niveau olympique parmi les autres chevaux. Pendant ce temps, les deux salauds avides en pensant que les frères viendront pleurer vers eux car ils n'ont aucun moyen de transporter leurs articles maintenant, quand soudain, Mera les dépasse avec la nouvelle charrette. Les marchands mettent une seconde à réaliser ce qu'ils ont vu, et ils comprennent que les frères vont former leur propre compagnie de commerce avec son soutien. Peu de temps après, Mera atteint la capitale royale et se présente devant le roi Dino, qui est heureux de la voir et lui demande si elle est là pour demander une autre promotion. Mera lui dit qu'elle est là pour demander un titre noble pour son ami, et le roi est curieux d'en savoir plus. Il demande pourquoi son ami n'est pas là, et Mera répond qu'il protège un village éloigné, donc il ne peut pas venir, mais il a accompli de grandes choses qui ne sont que le début de son voyage. Le roi est intrigué en entendant Mera faire autant d'éloges de ce gars, et il demande quels sont ses exploits et son identité. Mera répond que le gars en question est Van, le plus jeune fils du marquis Fercio, qui a vaincu un dragon des bois. Toute la cour commence à bourdonner de murmures et de commérages en entendant cela, et le roi demande immédiatement s'il est un puissant mage élémentaire. Mera répond que Van a de la magie de production, et il a seulement 8 ans actuellement. Elle commence alors à couvrir Van d'éloges, racontant comment il a trouvé le village attaqué au moment même de son arrivée, et il a vaincu les bandits avec une poignée de chevaliers et d'aventuriers avec lui. Elle raconte aussi au roi comment Van a utilisé sa magie de production pour transformer complètement le village délabré en forteresse avant de combattre un dragon des bois et de le vaincre. Le roi trouve cela plus difficile à croire que de croire au Père Noël en tant qu'adulte, mais Mera a apporté une canine du dragon des bois comme preuve. Elle demande au roi Dino de venir voir le village de Van de ses propres yeux car une fois qu'il le verra, il promouvra certainement Van et lui donnera encore plus de territoire à gouverner. Le roi aime aussi l'idée, et il accorde à Van le titre de baron. Mera annonce cela en public pour faire parler tout le monde des exploits de Van, souhaitant voir à quel point les choses deviendront intéressantes après cela. Pendant ce temps, au village, Van rénove les maisons du village et en construit quelques autres pour le rendre plus peuplé. Il construit aussi 2 hautes tours à l'extérieur du village qui servent de preuve d'une grande civilisation et aident aussi à surveiller les menaces. Il décide de déjeuner au sommet de la tour avec ses amis, et après cela, il regarde le village d'en haut. Espada dit à Van qu'il devrait maintenant appeler cela une ville au lieu d'un village, et il suggère le nom de Vanville ou pour celle-ci. Van est furieux car il ne veut pas que son nom soit utilisé comme une marque, mais tout le monde pense le contraire. Après cela, il mange un gâteau que Tyle a préparé, puisque tous les ingrédients sont maintenant disponibles dans la boutique ouverte par les frères. Juste à ce moment, Kamsin remarque des gens debout devant la porte, et Van décide de voir qui lui rend visite maintenant. En ouvrant la porte, il voit un groupe de personnes sales et affamées cherchant le village de Sedto. Van demande à Espada à ce sujet, et il répond que c'était le nom d'origine du village, bien qu'il ne fût pas officiel. Van demande aux pauvres gens ce qu'ils veulent, et ils lui disent qu'ils appartiennent à un village voisin et font face à de lourds impôts tout en n'ayant personne pour travailler parce que leur seigneur a pris leurs jeunes pour rejoindre son armée. Ils avaient entendu dire que ce village avait beaucoup changé rapidement, alors ils sont venus ici en espérant trouver une sorte de soulagement. Van réalise qu'ils viennent du comté de Ferdinand, avec lequel il n'a pas les meilleures relations. C'est pourquoi il hésite à les accepter comme réfugiés, mais il ne veut pas non plus abandonner des gens aussi désespérés. Il réfléchit un peu puis décide de les accepter dans son village. Il leur demande s'ils aimeraient devenir ses citoyens à la place, et le chef du groupe demande s'il va vraiment les accepter car ils n'ont pas d'argent pour payer les impôts. Van leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des impôts pendant un certain temps, et qu'il va leur construire des maisons et les garder bien nourris. Les villageois se demandent si c'est le paradis sur terre, puis Van leur demande combien de personnes vivent dans leur village. Le chef répond qu'il y a un total de 300 personnes dans leur village, et Van lui dit qu'il enverra des aventuriers pour escorter tout le monde ici. Le chef s'émeut en entendant cela et demande à Van comment ils pourront jamais rembourser sa gentillesse. Van fait simplement preuve d'humilité et dit qu'il enverra aussi des charrettes pour apporter leurs bagages, mais le chef du village répond qu'ils ont des vaches qui peuvent tout transporter. Van devient curieux en entendant cela, et le chef lui dit qu'ils ont 10 vaches dans leur village parce qu'ils ont de grands pâturages à proximité. Van est vraiment content d'entendre cela car avec des vaches, ils peuvent démarrer une laiterie dans sa ville, et il pourra profiter de toutes sortes de produits laitiers. Peu de temps après, Orto et ses amis escortent les villageois voisins jusqu'à Vanville, et ils pensent à quel point la décision de Van n'a aucun sens pour eux. Le binoclard ringard aux cheveux verts leur dit de la fermer et de se concentrer sur leur travail, alors ils se dispersent et commencent à réconforter les villageois. Orto choisit une femme fatiguée qui dit qu'elle était contre la décision de déménager dans un endroit encore plus reculé que leur village. Orto est d'accord avec elle sur la leçon de géographie, mais ensuite il l'assure que le village où elle va est un paradis. Bientôt, ils arrivent à la ville, où Van a préparé un barbecue pour accueillir les réfugiés fatigués et découragés.
Ils n'en croient pas leurs yeux de pouvoir manger quelque chose d'aussi délicieux, et ils commencent à se gaver de la délicieuse viande de Van les larmes aux yeux. Après cela, les réfugiés s'approchent de Van, demandant s'il y a du travail pour eux car ils veulent gagner leur vie ici. Van réalise qu'ils ont peur qu'il les chasse s'ils ne travaillent pas. Il leur dit qu'ils peuvent aider en tenant les magasins qu'il met en place et aussi en travaillant dans les champs. Les villageois répondent qu'ils savent travailler dans un champ, mais qu'ils n'ont jamais tenu de commerce auparavant. Van leur dit qu'ils peuvent laisser les choses compliquées aux gens instruits et faire ce qu'ils peuvent. Juste à ce moment, le chef du village arrive pour accueillir les invités et dit que Van a rendu leur vie bien meilleure, et maintenant ils veulent que leurs nouveaux amis profitent aussi de cette vie. Les villageois sont déjà submergés par tout cela, mais Van n'a pas encore fini. Il a préparé un gâteau pour eux en utilisant le lait qu'ils ont obtenu de leurs vaches. Il dit aux nouveaux résidents que leurs vies ne feront que s'améliorer à mesure qu'il développera le village en ville puis en cité, et tout le monde sent qu'ils peuvent enfin vivre après avoir simplement survécu tout ce temps. Peu de temps après, tous les habitants de la ville de Van commencent à se mêler les uns aux autres. Alors qu'il observe les habitants des deux villages et ceux du clan des sirènes devenir amis, il est satisfait de ses progrès, et Espada lui dit qu'il a fait un excellent travail. Le vieux majordome annonce alors brusquement à Van qu'il est temps de reprendre son éducation, et Van panique, disant qu'il est déraisonnable de commencer à étudier juste après avoir fini de travailler. Espada lui dit que personne n'est jamais mort d'avoir trop étudié et qu'il ferait mieux de remettre les fesses en classe. Van sent qu'il va souffrir, mais heureusement, Orto et son équipe arrivent juste à ce moment-là. Van est ravi de les voir et leur demande si leur chasse a été un succès, mais Orto a l'air triste alors qu'il s'excuse auprès de lui d'avoir découvert l'entrée du donjon. Il faut quelques instants à Van pour se rappeler qu'ils essayaient activement de ne pas découvrir l'entrée du donjon, mais il ne comprend pas pourquoi c'est grave alors qu'ils peuvent simplement l'ignorer. Espada, cependant, lui dit que maintenant qu'ils ont découvert le donjon, il doit le signaler immédiatement au roi parce que c'est la loi. Van réalise que sa petite ville n'est pas encore prête à accueillir des milliers d'aventuriers qui viendront ici pour explorer le donjon, et en plus de ça, son père apprendra tous les travaux de développement qui ont eu lieu ici. Orto se sent toujours mal à propos de ça, mais Van lui dit de se détendre parce qu'ils ne peuvent pas changer ce qui est arrivé. Il ordonne à Kusala d'aller seul à la capitale pour signaler le donjon au roi parce que c'est lui qui a dû le découvrir en tant qu'éclaireur du groupe. Orto suggère qu'il devrait aussi aller avec Kusala pour un soutien moral, mais Van lui demande, ainsi qu'au mage pluriel, d'explorer la zone autour de l'entrée du donjon. Ils acceptent ce travail pour la récompense d'une grosse pièce d'or et laissent Kusala seul, mais il obtient une récompense encore meilleure qu'eux. Van lui donne une épée en mithril comme récompense, et soudainement, Orto et Pluriel veulent tous deux l'accompagner. Quoi qu'il en soit, Kusala part pour la capitale, fixant l'épée de mithril tout le temps. Il se sent chanceux d'avoir reçu une récompense aussi incroyable quand, soudain, il tombe sur une carriole qui a été saccagée par une bande d'orques. Kusala décide de les affronter de front, confiant qu'avec une épée courte en mithril, il les vaincra facilement. Il charge et distance facilement les orques, et l'épée de mithril les tranche net. Kusala achève tout le groupe de monstres en quelques minutes, et juste après, une jolie fille nommée Floria arrive pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elle commence à faire du plat à Kusala, disant qu'il doit être un héros célèbre à en juger par son talent et son style, mais il répond qu'il n'est qu'un aventurier pas encore célèbre. Kusala ne sait pas comment répondre, puis Floria lui dit qu'elle va maintenant marcher jusqu'à la capitale royale et que s'il y vient un jour, elle le récompensera sûrement. Kusala répond qu'il va aussi dans la même direction, alors elle devrait monter sur son cheval, mais Floria ne veut pas le déranger. Kusala s'en moque, et il la met immédiatement sur son cheval, disant qu'il peut ainsi la protéger en chemin. Il demande alors à la fille pourquoi elle va à la capitale, et elle répond d'un air sombre que son père était baron, mais qu'il est mort au combat et que son territoire a été conquis par l'ennemi, donc maintenant elle est sans abri. Alors elle veut devenir servante dans une maison noble de la capitale ou un mannequin OnlyFans populaire. Kusala n'a aucun tact, et il répond que Floria est aussi libre que lui et qu'elle devrait envisager de venir avec lui dans le village reculé où il vit parce qu'il y aura sûrement du travail pour elle là-bas. Kusala décide de tout risquer pour la belle, et dit à Floria qu'il la protégera si elle vient avec lui, et elle affiche un sourire triste en acceptant sa proposition. De retour au village, Van dit à Espada qu'il va créer prochainement une colonie séparée pour les aventuriers qui viendront chez eux. Espada aime l'idée et suggère de nommer un gouverneur pour gérer cet endroit. Van le nomme immédiatement gouverneur, puis Espada recommande de former un ordre de chevaliers pour maintenir l'ordre dans le village et la nouvelle colonie. Van répond qu'il formera l'ordre de Sédonie sous les ordres de Di pour protéger le village, puis l'ordre d'Espadanite pour gérer les aventuriers. Peu de temps après, il commence à travailler à la création de l'avant-poste des aventuriers à l'extérieur du village, et Di et les villageois commencent à rassembler des matériaux pour lui. Van a une idée et demande à Di de recruter les villageois dans son ordre de chevaliers, mais ils sont tous deux choqués d'apprendre que le vieux majordome rusé les a devancés et a déjà recruté tous les adultes en bonne santé pour rejoindre son escouade. Alors que Van désespère d'avoir perdu face au vieil homme, Kamsin lui dit que Kusala est de retour et qu'il a amené un invité surprise avec lui.
Van accueille Kusala, qui l'informe joyeusement qu'il a déposé le rapport sur le nouveau donjon dans la capitale. Van lui demande qui est la dame avec lui, et Kusala répond qu'elle n'avait nulle part où aller, alors il l'a amenée. Van souhaite la bienvenue à Flanria, qui dit que Kusala l'a sauvé des orques près de la capitale et commence à le complimenter, le traitant de véritable héros. Van peut voir la tension romantique très évidente entre les deux, et il est heureux qu'au moins quelqu'un ait trouvé son âme sœur. Soudain, il aperçoit une bande de délinquants bruyants se dirigeant agressivement vers eux à cheval, et il fait dans son froc, pensant que ce sont des bandits qui essaient de les détrousser. Kusala lui dit de se détendre parce que ces gars ne sont qu'une bande d'aventuriers trop impatients qui se sont précipités après lui dès qu'ils ont appris qu'un nouveau donjon avait été découvert. Les aventuriers bruyants les atteignent bientôt et commencent à dire à Van et aux autres de rentrer dans leur village parce qu'un endroit comme celui-ci est dangereux. Van est d'abord stupéfait et pense que ce sont définitivement des méchants, mais son calme lui dit que ces personnes sont peut-être des idiots tout droit sortis de la série Mad Max qui ne savent pas comment dire les choses correctement, mais ils sont effectivement inquiets pour eux. Flanria fait remarquer qu'ils ont l'air effrayants, et cette déclaration touche les aventuriers plus durement qu'un coup de marteau dans les parties, et ils répètent que des enfants comme eux ne devraient pas être ici en danger. Van leur dit qu'ils sont assez près du village, donc ils ne courent aucun danger réel. L'équipage de Mad Max n'arrive pas à croire qu'un village isolé puisse avoir d'aussi immenses murs et demande à Van comment il les a construits. Il décide de leur montrer plutôt que de leur dire et utilise des blocs de bois pour créer une clôture temporaire, et les aventuriers se prennent la tête de stupéfaction en voyant une magie aussi incroyable. Juste à ce moment-là, Dee arrive avec plus de matériaux bruts, et dès qu'il prononce le nom de Van, les aventuriers sont choqués d'apprendre que le célèbre Van n'est qu'un gamin. Dee se fâche contre l'équipage à la crête iroquoise pour avoir traité Van de gamin, et alors qu'ils tranchent leur épée avec facilité, ils commencent immédiatement à le craindre et à le respecter. À partir de ce jour, ils s'inclinent toujours devant Dee quand ils le voient, mais quand il n'est pas là, ils se rassemblent autour de Van pour apprendre comment un enfant peut gérer un si grand village. Quelques jours plus tard, Orto et son groupe reviennent de leur mission, et ils sont choqués de voir plus d'aventuriers dans la ville. Avant que Van ne puisse leur demander ce qu'ils ont trouvé, Kusala arrive avec sa nouvelle petite amie, et alors qu'ils saluent le groupe avant de se diriger vers leur chambre, tout le monde est stupéfait. Personne ne peut croire que Kusala soit le premier à avoir décroché une bombe parmi eux, et quand Van dit qu'il va construire une maison pour eux deux, Orto regrette d'avoir envoyé Kusala seul à la capitale. Van ignore le célibataire déprimé et demande à Pluriel ce qu'ils ont trouvé. Elle révèle qu'il n'y a pas de monstre autour de l'entrée du donjon, mais qu'elle est située dans un canyon difficile d'accès. Elle dit que l'endroit ne se prête à aucune grande construction, mais que les choses peuvent être différentes si Van y va et construit lui-même quelque chose. Van réalise ses intentions, mais il ne veut pas quitter sa paisible vie de village pour aller au donjon construire des trucs. Il dit à Pluriel que, puisqu'il est un enfant, il a un couvre-feu et doit rentrer tôt, mais elle répond qu'ils obtiendront la permission d'Espada et veilleront à le protéger. Van refuse d'abandonner et décide de faire des demandes qu'elle ne pourra pas satisfaire. Il dit qu'il veut des desserts et une sieste sur le chemin du donjon. Il veut aussi emmener Tyle et Khamsin avec lui, ainsi qu'Arte, qui n'a aucune capacité pour se défendre. Van ajoute que Dee et Espada ne peuvent pas venir car ils doivent se concentrer sur la construction de la ville, et ils auront besoin de beaucoup de monde pour les escorter. Van est fier de ces demandes déraisonnables et pense que Pluriel ne pourra pas y répondre. Cependant, elle accepte avec joie et lui dit qu'ils partiront demain. Van est complètement abasourdi tandis que Pluriel s'éloigne, disant au déprimé Orto de se lever et de trouver des gens pour garder Van lors de leur quête demain. Le lendemain, Van monte dans une calèche en direction du donjon, et l'idée ne lui plaît toujours pas. Khamsin, qui est aussi avec lui, déteste ça encore plus à cause du mal des transports, et on dirait qu'il en voudra à Van d'avoir suggéré ça. Soudain, un énorme troll apparaît devant eux, et l'équipage à la crête iroquoise fonce sur lui sans perdre une seconde. Ils le descendent rapidement, et Van est impressionné par cela, mais il est agacé par leurs cris et hurlements constants. Pendant ce temps, Arte apprécie le changement de paysage avec Tyle à ses côtés, et Van est content de voir ça. Juste à ce moment, Orto l'informe qu'ils sont presque à l'entrée du donjon, et Van jette un coup d'œil par la fenêtre pour regarder. Il flippe à ce qu'il voit et ordonne à la calèche de s'arrêter immédiatement parce qu'ils doivent traverser un large canyon pour atteindre le donjon, et la seule chose qui les y mène est une paire de rondins de bois, et l'un des délinquants fait du balai dessus. Van flippe en voyant ça, mais ensuite il voit Orto et Kusala debout, nonchalamment, sur le second rondin, demandant s'il y a un problème. Van réalise que les aventuriers n'ont aucune idée de ce que sont les directives de l'Osha, et il va devoir leur enseigner les bases. Il ordonne immédiatement à tout le monde de s'asseoir et de réfléchir à la minimisation des risques car il y a des endroits où une seule erreur peut coûter la vie. L'équipage à la crête iroquoise ne comprend pas ça, et même Kusala s'en moque alors qu'il danse joyeusement sur les rondins. Il est confiant que rien n'arrivera parce qu'il a confiance en lui, mais Van dit que s'il donne un coup de pied dans le rondin, il tombera sûrement à sa mort. Kusala flippe à ça, puis Van dit à tout le monde que même s'ils sont assez habiles, il peut y avoir des accidents si le rondin roule ou se fissure.
C'est pourquoi ils doivent être plus prudents. Les aventuriers sont d'accord et disent qu'ils marcheront maintenant plus prudemment, mais Van a une meilleure idée. Il utilise ses capacités pour créer un pont solide, les emmenant de l'autre côté où se trouve l'entrée du donjon. Il demande à l'équipage à la crête iroquoise quel genre de bâtiment ils veulent à cet endroit, et leurs idées incluent un casino et un Disneyland. Van réalise qu'il a été idiot de leur poser cette question, et il décide de construire ce qu'il pense être plus important. Il commence par construire une porte en acier robuste pour empêcher les monstres de sortir du donjon en tout cas. Ensuite, il crée une énorme auberge pour que les aventuriers puissent y séjourner afin d'aller plus fréquemment dans le donjon. L'équipage à la crête iroquoise se précipite immédiatement à l'intérieur pour inspecter le bâtiment et Tyle dit que le premier endroit à la réserve est l'aire de repos général. Le deuxième étage a une cafétéria, et le troisième étage est la zone de couchage. Il y a aussi un spacieux balcon d'où les aventuriers peuvent voir la belle vue sur la nature, et l'équipage à la crête iroquoise est vraiment épaté par tout. Tout le monde félicite Van d'avoir pensé à tout ce dont les aventuriers pourraient avoir besoin, et il ajoute qu'il a même construit des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie pour le lavage et le nettoyage. Il dit à l'équipage à la crête iroquoise qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour boire, et ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt de ça, mais ils acceptent néanmoins son ordre. Après ça, Van dit à Orto qu'il est responsable de la situation et qu'il n'est pas mentalement prêt à gérer une bande de délinquants. Quoi qu'il en soit, Van réalise que le soleil se couche, et il dit à tout le monde qu'ils doivent rentrer à l'heure pour son couvre-feu sinon Espada va le gronder. Les aventuriers rient que même Van a peur de quelque chose parce que c'est un enfant, et il est en colère contre eux. Juste à ce moment, Arte appelle son attention et demande quel est ce cristal lumineux qu'elle vient de trouver. Van est choqué de voir que c'est un énorme cristal de mithril pur, et il félicite Arte de l'avoir découvert. Sur ce, tout le monde retourne au village, où Espada attend Van avec un sourire effrayant sur le visage. Dès que Van voit ça, il réalise qu'il est dans le pétrin, et il se tourne vers ses amis pour obtenir de l'aide. Tyle, Khamsin et Arte sont terrifiés par Espada et ne savent pas s'ils peuvent faire quoi que ce soit pour aider. Alors Van se tourne vers Orto, lui demandant de le sauver parce qu'il a été retardé en aidant les aventuriers. Orto se lève à contre-cœur pour endosser la responsabilité du retard, et Van pense qu'il ne se fera pas sermonner maintenant. Cependant, Espada dit à Orto de se taire et de se pousser pendant qu'il traîne Van à l'intérieur pour une leçon. Peu de temps après, Van emmène Arte se promener dans le village, et elle remarque qu'il a complètement changé sous sa direction. Elle dit que tout le monde doit se sentir heureux de vivre dans un endroit comme celui-ci, et Van lui demande ce qu'elle ressent. Arte ne comprend pas d'abord sa question, alors Van demande si elle veut rester ici. Arte réagit un peu timidement en entendant cela, et Van lui dit de ne pas stresser pour ça. Il prétend qu'ils n'ont pas besoin de penser à leur fiançailles, et il veut juste savoir ce qu'elle veut. Arte réfléchit à voix haute à ce qu'elle veut, et c'est effectivement des fiançailles avec Van. Il reste sans voix en entendant ça, et Descartes commence à agir super gêné, il lui dit qu'il oubliera qu'elle a dit ça. Cependant, il ne peut cacher son bonheur en apprenant que cette mignonne est dingue de lui, ce qui est effrayant puisqu'il est un adulte à l'intérieur. Quelques jours plus tard, les frères marchands Bill et Rango reviennent au village. Van leur demande s'ils ont réussi à monter leur société commerciale, et il confirme, disant que c'est grâce à lui. Il lui donne également le paiement pour les matériaux des dragons sauvages, et Van le remet négligemment à Tyle, qui se met à vibrer car c'est la première fois qu'elle manipule une somme d'argent aussi énorme. Van demande ensuite aux frères si Mera n'est pas retournée au village avec eux, et les frères lui disent qu'elle est allée parler au comte Ferdinando après les avoir recommandés à la guilde des marchands. Ils disent que Mera pense que rester avec Van sera plus intéressant et gratifiant que de rester avec le comte Ferdinando, et Van est interloqué en apprenant que la maman Canon va rester dans son village à partir de maintenant. Cependant, les frères douchent son enthousiasme en lui disant qu'elle prévoit juste d'obtenir un territoire à elle près du village de Van, et Khamsin est sûr qu'elle l'obtiendra assez rapidement. Après cela, les frères marchands disent à Van qu'ils ont une chose encore meilleure pour lui. Ils sortent une énorme caisse en bois de la calèche et la placent devant lui, disant que c'est ce qu'il cherchait. Ils ouvrent la caisse pour révéler un arc mécanique qui peut tirer 10 flèches à la suite, et Van hurle de joie car c'est exactement ce dont il avait besoin pour construire une toute nouvelle baliste. Il emmène immédiatement l'arbalète mécanique dans son manoir et commence à faire de la rétro-ingénierie. Arte fait remarquer qu'il a l'air plus heureux d'avoir l'arbalète que d'avoir une poignée de pièces de platine, et il confirme. Une fois qu'il a compris comment fonctionne l'arbalète, il utilise ses capacités sur un bloc de nanomatériaux pour le transformer en arbalète. Arte est impressionné, mais quand Van ne peut pas tirer avec l'arbalète, elle fait remarquer que même lui échoue parfois. Van ne comprend pas l'intention derrière cette déclaration, mais Arte panique, pensant qu'il s'est offensé. Il rit de ses inquiétudes et lui dit qu'il échoue tout le temps, et qu'à part sa magie de production, il n'y a rien de spécial chez lui. Arte lui dit que ce n'est pas vrai parce qu'il est intelligent, bien éduqué et talentueux en escrime. Contrairement à lui, elle n'a rien de bon. Van répond qu'il n'a aucun talent, et si elle veut, il peut la faire étudier sous Espada et parce qu'ils la rendront aussi talentueuse que lui en un rien de temps. Arte ricane à cette offre,
mais ensuite Van l'interroge sur son aptitude magique, et son sourire disparaît immédiatement de son visage. Tyle l'assure qu'elle n'a pas à répondre à la question si elle n'est pas à l'aise, mais malgré sa voix tremblante, Arte révèle qu'elle a une aptitude pour la magie de marionnette. Tyle et Van sont tous deux choqués par cela car la magie de marionnette est considérée comme inutile par les nobles, et elle est aussi détestée que la magie de production. Cependant, Van ne peut pas laisser sa future femme dépressive, et il lui dit que sa magie a l'air excitante et qu'il veut vraiment la voir. Elle hésite car elle ne pense pas qu'il l'aimera, mais Van dit que les personnes qui peuvent utiliser la magie de marionnette sont rares et qu'elle est la seule personne qu'il connaisse qui peut l'utiliser. Avec Van qui insiste, Arte accepte de montrer ses capacités en utilisant une poupée que Van fabrique pour elle. Elle active son pouvoir et l'utilise pour faire danser la poupée, et Van est tellement impressionné qu'il lui attrape les mains avec excitation, disant que sa magie a un potentiel illimité. Tyle la félicite aussi et suggère qu'il devrait fabriquer beaucoup plus de poupées pour qu'Arte puisse les faire danser devant les villageois, qui aimeront sûrement ça. Arte n'est pas sûre car elle croit que sa magie n'est pas faite pour être montrée aux autres. Van répond que les gens disent la même chose de sa magie de production et que son propre père l'a traité de raté, mais il a utilisé cette magie pour apporter le bonheur à son peuple. Il lui dit de croire en elle, et Arte dit qu'elle croira en ses paroles et fera de son mieux. Cette nuit-là, Van convoque tous les villageois et aventuriers sur une scène nouvellement construite au centre du village. Tout le monde est curieux de savoir pourquoi ils sont rassemblés ici, et Van arrive sur scène pour répondre lui-même à leurs questions. Il leur dit que ce soir, ils vont organiser un spectacle en utilisant la magie d'Arte, et tout le monde est vraiment intrigué. Arte prend une profonde inspiration pour se calmer puis utilise sa magie pour faire tenir une marionnette grandeur nature debout. Tout le monde est émerveillé par cela, mais certaines personnes reconnaissent sa magie de marionnette et prétendent que c'est la magie maudite qui a été utilisée par quelqu'un pour attaquer le roi et les nobles dans le passé. Arte se fige en entendant tout ça, et les gens commencent à parler davantage de sa magie, ce qui la rend encore plus nerveuse. Van réalise cela et intervient rapidement, disant aux gens d'être patients et jetant ensuite un regard rassurant à Arte. Elle se souvient de tous les moments heureux qu'ils ont passés ensemble et les utilise comme inspiration pour faire danser la marionnette. La foule est fascinée en voyant la marionnette danser gracieusement, et il reste sans voix même après la fin de la performance d'Arte. Elle s'incline anxieusement devant la foule, et soudainement ils éclatent en applaudissements et acclamations. Arte n'arrive pas à croire que sa magie reçoive autant d'amour maintenant, et alors que Van vient la féliciter, elle le serre fort dans ses bras et se met à pleurer en le remerciant. Le lendemain, Khamsin se précipite dans le bureau de Van avec une nouvelle urgente concernant une calèche arborant le blason de la famille royale stationnée à leur porte. Van se précipite à la porte pour trouver tout un convoi qui l'attend là avec Mera. Alors qu'Arte salue joyeusement Mera, celle-ci est choquée et demande à Van ce qu'il a fait pour changer Arte autant en si peu de temps. Il répond qu'elle n'avait pas confiance en ses capacités jusqu'à présent, et qu'il lui a juste fait voir à quel point elles étaient merveilleuses. Mera est impressionnée par cela, mais soudain elle se souvient de la vraie raison de sa présence ici. Elle dit à Van de s'agenouiller devant le roi de leur pays. Van obéit immédiatement à l'ordre, et juste à ce moment, le roi Dino arrive et lui dit qu'il est devenu noble et que désormais il doit se consacrer au service de la nation. Van répond formellement, et le roi lui dit qu'il attend de grandes choses de lui. Il évoque ensuite le donjon que Van a découvert sur son territoire et dit que bientôt une équipe officielle sera envoyée pour recueillir plus d'informations à son sujet. Après cela, le roi aborde le sujet de Van ayant tué le dragon de la forêt et dit que c'est un exploit incroyable, mais qu'ils doivent le vérifier minutieusement. Son conseiller dit à Van que le roi est ici pour vérifier la déclaration lui-même et lui dit de répondre à toutes les questions honnêtement. Van promet au roi qu'il répondra à ces questions honnêtement, mais en retour, il lui demande de garder l'esprit ouvert car il pourrait ne pas croire les choses qu'il entendra. Le roi est maintenant intéressé par lui et promet d'être ouvert d'esprit. Après cela, Van emmène le roi et son groupe à l'intérieur de son village et lui fait visiter toutes les choses qu'il a construites pour protéger son peuple. Il explique au roi en détail le mur, les tranchées et la baliste. Le roi demande à son conseiller, Aperta, ce qu'il en pense, et le conseiller répond que les balistes sont une arme utile, mais qu'elles sont assez peu pratiques à utiliser. Van répond qu'il peut leur faire une démonstration et ordonne immédiatement à Khamsin de tirer un trait dans la forêt. Khamsin obéit immédiatement et tire un carreau dans la forêt, provoquant une énorme explosion. Le roi et son conseiller sont tous deux soufflés par cela, et ils affirment que la baliste rivalise avec la puissance d'un archimage. Ils sont également curieux à propos du mur de la forteresse en forme d'étoile, et Van explique qu'en raison de la forme unique, ils peuvent attaquer les ennemis de tous les côtés. Les yeux du conseiller s'écarquillent d'horreur alors qu'il réalise le sort des ennemis qui seront attaqués de tous les côtés par la baliste. Mera dit que la forteresse de Van est parfaitement adaptée pour arrêter tout assaut aérien, mais il répond qu'il n'est pas sûr de l'efficacité de la baliste contre les ennemis volants, même s'il en a fabriqué beaucoup. Aperta demande à Van s'il a fabriqué la baliste lui-même, et il confirme. Le roi devient sérieux en entendant cela et prévient Van qu'il ne tolérera aucun mensonge, et il répond qu'il ne ment pas. Même Mera le soutient, demandant au roi de croire Van parce qu'il a d'autres choses qui le laisseront complètement abasourdi.
Le conseiller demande alors à Van qui a conçu le plan de la baliste, et il répond que c'est lui qui a tout imaginé. Ensuite, il demande à Van comment le développement du village, qui prendrait normalement plusieurs années, a été possible, et Van répond qu'il a travaillé très dur pour tout construire avec l'aide de tous pour rassembler les matériaux. Van dit qu'il a construit tous les murs autour de son territoire en 4 mois, et le roi et son conseiller n'y croient pas. Mera leur dit qu'il devrait juste voir une démonstration pour croire les affirmations de Van, et il leur demande volontiers de l'accompagner au lac. Ils traversent le village, et tout le monde salue Van tout en ignorant complètement le roi. Le conseiller demande à Van s'il a toujours des conversations informelles comme celle-ci avec son peuple, et il confirme, le laissant à nouveau sous le choc. En chemin, il croise certains membres de l'équipage à la crête iroquoise, et le roi et son conseiller sont complètement déconcertés en apprenant que Van est ami avec des délinquants comme eux aussi. Après cela, ils arrivent finalement au lac, mais à leur grande surprise, il est plein de sirènes. Les yeux du roi s'écarquillent de stupéfaction en voyant une espèce aussi rare dans le jardin de Van. Soudain, Van demande à Espada de créer un mur de terre, et le vieux majordome obéit à son ordre, créant un énorme mur en un instant. Van touche ensuite le mur pour apporter la touche finale, et il se transforme en un mur de béton armé en un instant. La mâchoire du roi tombe à mi-chemin du sol en voyant cela, mais des choses plus choquantes encore l'attendent. Van l'emmène dans l'espace commun des sirènes, où le chef des sirènes lui demande des nouvelles du roi. Van dit que c'est son patron, et le chef des sirènes décide de lui témoigner son profond respect. Il va immédiatement saluer le roi et lui offre un cadeau pour commémorer leur amitié. Une autre sirène lui présente une pierre rougeoyante que Van ramasse, et Mera est la première à réaliser ce que c'est. Le conseiller la reconnaît une seconde plus tard, et il flippe parce que c'est de l'oricalque, qu'on appelle le métal des dieux en raison de sa rareté et de sa valeur. Il dit que s'il fabrique une épée avec ce bloc d'oricalque, il en coûtera 100 pièces de platine rien que pour la forger, mais le roi lui dit d'arrêter d'être radin parce qu'une épée en oricalque serait automatiquement un trésor national. Pendant ce temps, Van transforme le bloc en épée, mais quand le roi la remarque, il cache l'épée derrière son dos. Le roi lui demande s'il peut aussi fabriquer des épées avec son pouvoir, et il essaie d'esquiver la question, mais Mera lui dit d'être honnête. Le roi promet de le récompenser de tout ce qu'il veut, et Van demande la résidence permanente dans le village quoi qu'il arrive. Le roi lui demande pourquoi il veut rester au village alors qu'il peut venir dans la capitale et réussir vraiment, mais Van répond qu'il doit rester ici pour protéger les gens et le village qu'il a travaillé si dur à construire. Le roi ne peut pas refuser ça après avoir promis de donner à Van tout ce qu'il voulait. Il dit que c'est dommage de laisser Van dans une région aussi reculée, mais il veut quand même qu'il travaille avec eux chaque fois que possible. Van promet qu'il fera tout ce qu'il peut pour le pays, et il est content de pouvoir vivre une vie paisible au village. Après cela, le roi demande à Van de l'emmener ensuite au donjon parce qu'il veut le vérifier lui-même puisqu'il est venu jusqu'ici. Van répond qu'aller au donjon et en revenir prendra du temps, alors il devrait faire ça un autre jour, et le roi n'est pas content de son attitude qui devient de plus en plus désinvolte. Soudain, des villageois arrivent en criant et disent à Van qu'un dragon les a attaqués. Il ordonne immédiatement à tout le monde de se mettre derrière la baliste et demande à Mera de les aider aussi, quand soudain, un énorme dragon volant arrive juste au-dessus du village. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.